Une des raisons pour lesquelles il y a si peu de gens qui arrivent à tenir un podcast et à réussir avec un podcast, c'est que beaucoup de gens le voient comme un format facile. Le podcast, c'est le meilleur moyen de développer un syndrome de Stockholm chez ton audience, c'est qu'ils te mettent les écouteurs, ils mettent les mains dans la vaisselle, même si tu dis des dingueries qui sont pas d'accord, ils peuvent pas enlever leurs écouteurs parce qu'ils ont les mains mouillées, quoi, tu vois. Et t'as des TikTokers qui font des millions de vues, personne les connaît, quoi. Personne sait qui c'est. Les gens les voient, mais ils savent pas qui c'est. Ce qui est terrible avec YouTube, c'est que t'as des milliers de petits carrés à côté des vidéos de tes concurrents qui sont là, clic. J'ouvre une vidéo, puis après je clique sur une autre et je me retrouve avec 5-6 onglets encastrés. Le premier retour et le premier repartage qu'on a eu sur Instagram, c'était un sale hater. Hein. On a posé un teaser en ligne avant même que le premier épisode sorte, quoi. C'était juste le teaser. Ouais. Et le gars a repartagé en story sur je sais pas combien de comptes en disant oh là là, c'est quoi ces gens qui font des podcasts pieds nus sur leur canapé, marketing d'adolescents, jamais j'écouterai ça. Et je suis allée lui envoyer un DM et je lui ai dit le jour où tu feras des lancements à Z-Shift, tu pourras bien me parler marketing, tu vois. Salut, c'est Antoine. À la fin de tous les épisodes, chaque invité partage un coup de cœur. Ça peut être un livre, un outil, un créateur ou n'importe quoi qui les a touchés. J'ai réalisé que tous ces coups de cœur représentaient une vraie mine d'or. Alors je t'ai préparé une fiche qui les rassemble tous, classés par épisode, avec un lien vers chacun d'entre eux. Cette fiche, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur yumpodcast.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans Yum. Aujourd'hui, je suis en physique avec Félix. Regarde, on peut se la toper. Ah merde, elle a loupé. C'est un bêtisier, ça. Et on a le plaisir de recevoir Aline Bartoli, qui a créé un des premiers podcasts business de France, quand même, qui s'appelle Je peux pas, j'ai business. Et dans cette interview, on va voir plein de choses. On va voir comment elle a démarré, comment elle a réussi à trouver ses premiers auditeurs pour son podcast, comment tu arrives à croître sans forcément faire de vidéos. C'est un podcast qui est audio. Des techniques pour tenir sur la durée et devenir une référence dans ton domaine. Le nouveau podcast que tu as réussi à faire décoller en seulement 3 semaines dans une thématique qui a rien à voir avec celle pour laquelle tu étais connu. On reparlera aussi un petit peu de l'avenir du podcast et de comment on fait aujourd'hui si on est débutant, qu'on veut se lancer dans ce format. Et puis on terminera comme d'habitude par partager nos petits coups de cœur, on en a trouvé un chacun. Et j'aurais commencé par te poser une question, Aline. Pourquoi tu as choisi ce format-là, le format podcast ? Tu veux la vraie histoire ou tu veux juste la théorie ou la pratique ? Allez, la vraie. Balance. Du vrai, là. La vraie histoire qui s'est passée, c'est que on remonte dans l'été 2018 là, genre il faisait bien chaud et tout. J'étais à côté de la piscine chez mes parents, on est content de le savoir, et j'écoutais Antoine tes podcasts en boucle parce que c'était à l'époque où t'en faisais genre un par jour. Et j'étais à peine en train de me lancer dans le business. Ça faisait genre... c'était même pas le business, c'était je découvrais le blogging, je découvrais l'infopreneuriat. Ça faisait 1 mois que mon truc était créé, que j'avais mis The Bee Boost en ligne. Je pensais même pas que ça pouvait devenir un business. Mais j'écoutais tes trucs en boucle parce que du coup, ça m'apprenait à comment faire décoller quelque chose en ligne, etc. Et là, je t'entends dire à plusieurs reprises, non, mais le podcast, c'est le nouveau format, tout le monde devrait faire un podcast, etc. Et du coup, moi, je suis très bête, hein, tu me dis de faire un truc, je fais, ok, je vais lancer un podcast, tu vois. Et je crois que pendant les, 20-30 jours qui ont suivi, je me suis challengée d'enregistrer un mini podcast par jour pendant quasiment 30 jours. Enfin, j'ai tenu 20 jours. Après, au bout d'un moment, j'étais en mode, c'est bon, je suis prête. J'ai enregistré sur le dictaphone de mon téléphone, uniquement pour me réécouter ensuite, corriger mes tics de langage et commencer à m'habituer à ma propre voix, parce que je suis comme tout le monde, hein, je détestais ma voix quand je me suis lancée. Et au bout de 20 jours, je me suis dit, c'est bon, vas-y, c'est bon, je suis prête. J'ai tout uploadé ces audios en ligne sur SoundCloud, là, le truc gratuit et tout à l'époque. Et j'ai lancé le podcast qui, à l'époque, s'appelait même pas encore Je peux pas, j'ai business. Ça s'appelait The Bee Boost, le podcast qui booste les auto-entrepreneurs. Ouais. Et puis Je peux pas, j'ai business, le nom, je l'ai changé 1 an après. Donc on pourra même en parler, hein, de comment est-ce qu'on change un nom de podcast en cours de route et tout. C'est drôle que tu te sois lancé grâce à moi et aujourd'hui c'est nous qui te donnons des conseils. C'est spécialiste pour hyper les gens parce qu'ils découvrent des nouveaux formats et c'est la clé, j'ai trouvé le truc, etc. Puis après il inspire des gens, puis après 1 mois plus tard t'as arrêté et les gens continuent. Mais c'est ça. En fait, ça marche. Toi t'as continué et c'est ça qui est cool, c'est que grâce à ça t'as trouvé le format qui était probablement le meilleur pour toi et t'as persévéré dedans. Et tu dis un truc intéressant, c'est tu l'as pas immédiatement publié. Pendant 30 jours, t'as fait des épisodes juste pour toi, c'est ça ? Exactement. Mais parce que je pense que j'étais comme beaucoup de personnes, je détestais ma voix, je n'avais aucune idée de comment faire un podcast, je savais pas quoi raconter, etc. Je voulais aussi apprendre à travailler un petit peu sur ma voix. Et les gens qui écoutent mon podcast au début me disent, mais Aline, c'est fou parce que on a l'impression que tu cours un marathon en même temps que tu enregistres des épisodes, et ils me disent mais qu'est-ce que tu fais ? Alors c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais juste un petit dictaphone parce que je n'arrivais pas à rester derrière l'ordinateur, et donc j'avais mon dictaphone et en fait je marchais, je n'arrivais pas à enregistrer de podcast
c'était trop stressant d'être derrière un ordi. Donc en fait, j'avais mon petit dictaphone, puis je marchais, je faisais des allers-retours comme ça dans les pièces chez moi, en enregistrant mes trucs. Mais comme je savais pas poser ma voix, je savais pas gérer ma respiration, on dirait littéralement, mais même aujourd'hui quand t'écoutes les premiers épisodes, que je suis essoufflée, que je suis en train de monter une côte à 45 degrés en te parlant business, quoi, tu vois. Et donc du coup, tu postes tes premiers épisodes. À l'époque, t'as déjà une audience ailleurs. Ça a commencé sur Instagram principalement. Il y avait peut-être quelques milliers d'abonnés, quelque chose comme ça. Donc on est en quelle année à peu près? Alors, le podcast, j'ai fait un premier lancement un petit peu raté, c'était fin 2018. Et en fait, c'est à partir de mai 2019 que là, je me suis vraiment dit, ok, j'y vais de manière régulière. Parce qu'en gros, avant, je publiais genre un épisode tous les 3 mois, quoi, tu vois. Donc j'en ai publié 2-3 au début, après un tous les 3 mois, j'avais un petit peu lâché, j'avais encore mon boulot j'avais mon job de freelance à temps plein encore à l'époque. Et c'est qu'à partir de mai 2019, je me suis dit, ok, maintenant, je passe sur un épisode par semaine et on s'y tient. Et c'est là, en fait, où ça a vraiment décollé. C'était quoi alors le shift entre le moment où le podcast c'était juste un format que tu faisais un peu une fois de temps en temps comme ça pour tester et le moment où tu te dis ok maintenant je vais être sérieuse avec ça et ça va être mon format prédominant? C'est au moment où j'ai décidé de donner une chance à The Bee Boost et d'y passer à temps plein. Donc ça a été suite à un séminaire de dev perso un peu comme on en voit de partout et tout, mais je me suis fait tellement botter les fesses que je me suis dit ouais c'est bon, au lieu de lancer The Bee Boost à temps plein en 2024-2025, c'est ce que je me disais à l'époque. Franchement, heureusement que j'ai pas attendu aussi longtemps. Heureusement. Bah ouais, ça aurait été dommage. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais le tenter maintenant, donc en 2019. Donc le séminaire, c'était avril 2019, fin avril. En rentrant, j'appelais tous mes clients freelance et je leur disais, c'est bon, j'arrête tout, je plaque tout et tout. Et je me suis enfermée pendant 3 mois dans une grotte pour poser les bases du business, revoir tout ce que je savais, etc. Puis c'est là, du coup, j'ai commencé à faire vraiment un épisode par semaine. Comment t'as eu tes premiers inscrits, les premières personnes qui ont découvert ton podcast, cette traction de base qui est si difficile à avoir pour les gens qui se lancent? Comme tu l'as dit, c'était un des premiers podcasts, pas le seul, tu vois, mais genre, il y en avait pas non plus 50 milliards des podcasts business, donc je pense que j'ai aussi bénéficié d'un certain effet où il y avait à la fois la hype qui montait sur tout ce qui était l'entrepreneuriat en ligne, etc., et en même temps, le fait qu'il y avait pas mal de place, quoi, le boulevard était là. Ça, plus le positionnement du podcast qui était un petit peu différent de ce qui existait sur le marché. C'était beaucoup des podcasts d'interviews, des interviews longues, etc. Et je sais que moi, à titre personnel, c'est pas que je déteste les interviews parce que sinon tout le monde est en PLS là, mais c'est pas là où je retirais le plus de valeur en fait. C'était genre ok, mais quand tu consacres 40 minutes de ton temps à écouter quelqu'un parler, t'as envie d'en retirer un max de valeur. En tout cas, moi, c'était un peu mon caractère. Et je me disais, c'est fou, mais il y a pas de plan d'action, il y a pas de truc vraiment actionnable. À la limite, tu retires 1 ou 2 concepts, tu dis, je vais peut-être tester ça, mais il y a rien de concret. Et je me suis dit, moi, je vais faire un podcast où c'est que moi qui parle, un petit ego trip, mais surtout, je donne dedans des plans d'action, des choses concrètes, comme si je faisais des espèces de mini masterclass à chaque fois. Donc, ça, c'était les deux premières raisons, les 2 premiers épisodes, lapsus. Et ensuite, le fait que j'avais déjà une petite communauté sur Instagram et sur le blog, ça, dans un premier temps, ça a vraiment aidé à créer l'attraction et à constituer la base d'audience régulière pour le podcast. Et c'est marrant parce que c'est peut-être en 2020-2021 qu'on a vu que ça a shifté dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le podcast qui a amené de l'attraction sur les réseaux sociaux et sur le blog, tu vois. J'ai vraiment vu ce changement de quand l'un a commencé à nourrir l'autre vs l'inverse. Ok, c'est super intéressant. Il y a un truc qui me marque dans ce que tu dis, c'est que tu as voulu faire un podcast où dans chaque épisode, tu donnes de la valeur, donc tu le prépares, j'imagine, tu fais un plan, tu prépares un peu comme si c'était une mini-formation en fait. Exact. Ou une vidéo YouTube. Et en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de gens qui arrivent à tenir un podcast et à réussir avec un podcast, c'est que beaucoup de gens le voient comme un format facile. Ils le voient comme un format où ils vont se dire ok, bon, je vais allumer mon micro et puis je vais me lâcher, je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur. Ou alors hop, je vais faire venir un invité chaque semaine et puis c'est lui qui va faire le contenu à ma place. Donc on a toujours ce sentiment de se dire le podcast, c'est pas un format qui est prédominant, qui est si important que ça. Du coup, je vais l'utiliser un peu en plus comme un truc secondaire quand j'aurai un truc à dire. Et toi, tu t'es dit l'inverse. Enfin, je sais pas si tu étais consciente de ça à l'époque, mais tu t'es dit, le podcast, ça va être le cœur de ce que je fais. Et donc, je vais y mettre vraiment du soin, du temps pour produire des épisodes et transmettre beaucoup de valeur et créer un lien plus fort avec mon audience. C'est ça? C'est ça. Je l'avais pas conscientisé à l'époque. Surtout qu'au début, j'avais été, Pourquoi d'éviter de souffrir quand on peut le faire? Au début, ce que je faisais, c'est que je créais du contenu sur Instagram, je créais mes épisodes de podcast, mais je créais aussi des articles de blog en plus qui évidemment n'avaient rien à voir avec les épisodes de podcast. Donc moi, je me retrouvais à créer une quantité de contenu assez incroyable. Il y a qu'au bout de quelques mois que j'ai eu l'illumination de génie, pas du tout, de me dire, mais en fait, mon article de blog, ça peut juste être une retranscription de mon épisode de podcast de la semaine, tu vois. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En fait, ce que tu dis est très juste et je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné aussi. Sauf que je l'avais pas conscientisé à l'époque. C'était juste, Antoine, il me dit, il faut faire un podcast. Moi, je fais un podcast, quoi. Et moi, en plus, c'était vraiment, pour le coup, moi, c'était vraiment à l'arrache.
C'est-à-dire que moi, c'était vraiment, j'avais un truc à dire, je sortais mon téléphone, j'enregistrais dans la rue, je le publiais dans la foulée sur mon téléphone, et puis je rentrais chez moi, j'avais mon épisode qui était en ligne, quoi. Il y avait pas très peu de préparation, très peu de travail dessus, et c'est pour ça aussi que ça a pas été, c'était un format que les gens ont beaucoup aimé, et on me l'a beaucoup redemandé après une fois que j'ai arrêté. Mais ça a jamais été mon format principal. Je mettais beaucoup plus d'efforts sur une vidéo YouTube, par exemple, sur une formation, évidemment, voire même dans un mailing ensuite, quoi. Est-ce que tu te souviens quand on avait été surpris et t'avais un de tes podcasts sur Facebook qui avait fait 1 million de vues? Antoine avait fait un petit podcast à l'arrache avec des écouteurs, même pas de micro, etc. Quand est-ce qu'on arrête d'avoir une vie de merde? Quand est-ce qu'on a un truc comme ça? Le truc est parti viral sur Facebook. C'était une période un peu de tension. C'était juste avant les gilets jaunes et tout. Et j'avais fait un épisode qui s'appelait Quand est-ce qu'on arrête d'avoir une vie de merde, où je me lâchais sur le métro boulot dodo, la vie du système classique qu'on te propose. J'ai vraiment fait ça. C'était le soir. J'ai enregistré ça dans la rue. Et je l'ai mis en ligne. Et en fait, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'utilisais un outil dont je parlerai à la fin parce que c'est mon coup de cœur, qui permet de mettre le podcast sur toutes les plateformes en même temps. Donc, je le mettais à la fois en format audio sur SoundCloud, qu'il envoyait ensuite sur Apple Podcasts, Spotify, tout ça. Mais je le mettais aussi en format vidéo sur Facebook. Et sur YouTube. On se dit que c'est nul, on le fait, c'est juste comme ça pour quand je dis format vidéo, c'est même pas on voit ma tête qui parle, c'est juste il y a une photo et dessus il y a une vague qui bouge, quoi. C'est vraiment le minimum. Les Wave et tout à l'ancienne. C'est ça. Et le truc a fait genre 2 millions de vues sur Facebook. Ça a explosé et ça m'a attiré 1 milliard de trolls sur ma page et ensuite ma page était foutue. Et donc du coup, Aline, est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont surpris sur ton parcours? Est-ce que tu imaginais au départ quand tu justement t'as décidé de faire ça de manière à temps plein et que c'est décidé le podcast? Est-ce que tu imaginais là où tu en étais aujourd'hui? Est-ce que tu as été surpris durant ton parcours? La progression du podcast a été une surprise pour moi. Alors évidemment, aujourd'hui, tu peux revenir en arrière et dire oui, alors voilà les éléments qui ont contribué au fait que... Mais voilà, mais il y a quand même une espèce de traction sur ce podcast avec vraiment une courbe moi je dis toujours les courbes de progression du podcast, c'est en escalier. C'est qu'on va faire un plateau pendant des mois et des mois à un certain nombre d'écoutes ou de téléchargements par mois parce que c'est un peu la référence dans le milieu. Puis d'un coup on va passer le palier d'après, puis d'un coup le palier d'après, mais c'est vraiment en dents de scie, mais c'est slow but steady, quoi. Et en fait, je pense que la progression continue non-stop du podcast, même encore aujourd'hui, fait qu'on se dit waouh, mais en fait, où s'arrête le potentiel du truc? Parce qu'en fait, on sent vraiment que le nombre de personnes qui écoutent du podcast grandit de manière exponentielle, en fait. Mais vraiment, tu le sens, c'est pas comme si tu dis ok, il y a un plateau un jour dans le marché parce que le nombre de personnes qui lisent des blogs est à peu près le même depuis des années parce que le format est suffisamment démocratisé. Sur le podcast, vu que ça l'est pas encore, en fait, tu sens tout le potentiel qui continue de grossir au fur et à mesure que ton podcast grandit aussi. Donc ça, c'était assez fou. Tu t'étais mis un point d'ancrage quand t'as démarré en te disant tiens, si j'arrive à tel chiffre d'écoute ou autre, ça sera génial, j'ai craqué le code ou je sais pas quoi. Et non. Après voilà, tu te dis des trucs vivement que j'atteigne les 5K écoutes par mois, puis après c'est les 10K, puis après c'est les 50K, mais il y a pas de genre mode à bout d'un moment le game sera fini, quoi. C'est juste c'est quoi le next step à chaque fois, quoi. Et parlons de cette croissance justement en escalier, genre donc au départ tu me dis que tu as envoyé un peu de trafic dessus, ton audience d'Instagram et tout pour avoir tes premiers auditeurs. Et ensuite tu dis que c'est le podcast qui a commencé à générer de l'audience tout seul en fait, donc via les plateformes. Comment ça s'est concrétisé? C'est extrêmement simple, c'est que dès que ton podcast il rank, donc ce qu'on appelle ranker, c'est-à-dire commencer à apparaître dans les gros classements des plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, dans les recommandations, etc. Là en fait tu commences à devenir visible auprès d'une audience qui te connaît pas encore. Au début c'est quasiment impossible parce que t'es un des je sais pas combien de dizaines de milliers de podcasts s'il existe en France ou en francophonie en tout cas. Donc tu peux pas en fait apparaître dans les 15, 20, 60 premiers résultats de recherche, de la même manière que quand tu publies ton premier article de blog, tu peux pas apparaître sur la première page de Google, sauf si vraiment t'as un coup de chance extraordinaire, ou alors que tu sais très très bien ce que tu fais. Donc au final, c'est à toi d'amener de l'attraction sur le podcast, et cette attraction va faire que le podcast sera de plus écouté, et que du coup, il va remonter petit à petit dans les classements. Ça fait partie des éléments de référencement. Les classements, c'est le fameux, tu vas sur Apple Podcast, tu tapes sur classement et t'as donc les podcasts numéro 1 le plus écouté, numéro 2, numéro 3, etc. C'est la liste en fait. Oui, des ou par podcasts. Tu peux aussi aller par catégorie, quoi. Genre catégorie société, culture, catégorie loisirs. Donc les gens ils cherchent des podcasts comme ça, ils découvrent des podcasts en cherchant les classements. Ouais, il y a de ça, ouais. Et après il y a les recommandations aussi, où quand t'es sur un podcast, généralement une plateforme va aussi te recommander 5-6 podcasts assez similaires ou qui
penses que ça pourrait te plaire, etc. Est-ce que tu as une idée entre Apple Podcast et Spotify? Qu'est-ce qui t'apporte le plus entre les deux? Eh ben Apple Podcast, parce que quand je me suis lancée, Spotify, c'est pas que ça existait pas encore, mais c'est que tu pouvais pas ranker dessus comme ça tout de suite, quoi. Là, c'était plus compliqué, c'était encore très manuel, c'était très peu développé. D'ailleurs, les podcasts sur Spotify, il y avait peu de personnes qui avaient compris qu'on pouvait en écouter dessus. Donc c'est vraiment, puis mais encore aujourd'hui, c'est un peu Apple Podcast qui fait le benchmark du marché et qui fait force de loi. Donc je me suis beaucoup concentrée là-dessus. Et après, les autres plateformes ont suivi. Est-ce que tu as réussi à être dans les recommandations éditoriales d'Apple Podcast? Tu sais, il y a compté sur la page d'accueil, il y a les choses qu'ils recommandent eux-mêmes. T'as réussi ou pas? Parce que moi, j'ai jamais réussi et ça me rendait fou. Et je suis très jalouse, tu vois, je sais que tu la connais aussi, de Caroline Mignot qui a réussi à le faire, et elle est juste en mode... Ouais. Bah, je sais pas qui choisit et sur quels critères. Moi, je me disais qu'ils aimaient pas trop le fait que je vende comme un gros porc dans tous les épisodes, et que c'était peut-être pour ça. Mais je sais pas exactement sur quoi ils se basent, mais c'est vrai qu'il y a des gens chez Apple Podcast qui vont écouter des podcasts et choisir qu'est-ce qui va être. Et c'est un peu toujours les mêmes qui sont mis en avant, quoi. Faut rechercher sur LinkedIn avec des la personne et c'est ça. Je l'invite à dîner et tout. Non, mais c'est bon, c'est le next goal, ça, parce que ça aide quand même énormément, ça produit des résultats de fou. Donc tu dis le principal moteur de ta croissance, c'était ça, c'était les recommandations d'Apple Podcast et les classements. C'est ça? Et le fait que moi je renvoie aussi beaucoup d'audience dessus, parce que en fait dès les premiers mois où ça commençait à bien monter, c'est-à-dire début 2020, tu vois, donc encore une fois mi-2019, je commence à publier très régulièrement dessus et à être très intentionnel. Et ensuite début 2020, je me dis ok, comment est-ce qu'on fait décoller le truc, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je me suis pas mal renseignée sur comment fonctionne l'algorithme, comment fonctionne le SEO d'un podcast, etc. Et j'ai commencé en fait, tu vois, faire des petites modifications, et par exemple des hacks tout bêtes, hein, mais dans ma signature email professionnelle, j'ai commencé à mettre venez écouter mon podcast. Ou comme ça, dès que j'envoyais un mail à quelqu'un, il y avait le lien du podcast dedans. Ouais. Sur ma description / bio LinkedIn, avant même de mettre créatrice de The Beboost, quoi, j'avais marqué podcasteuse, je peux pas, j'ai business. 2 fois par semaine, je publiais sur mon Instagram, je partageais les épisodes, etc. Et je disais, oh, il y a un nouvel épisode sur le podcast. Je savais que c'est des posts qui marchaient pas forcément bien, parce que non seulement renvoyer les gens d'Instagram vers quelque chose d'autre, mais en plus qui est un format audio et pas, enfin, tout le monde s'en fout de ça, mais ça ancrait dans la tête des gens, en fait, que j'avais un podcast, et en fait, avec la répétition, aujourd'hui, ça m'amuse, parce que des fois, je fais des sondages en mode, auprès de ma communauté Instagram, en disant qui sait que j'ai un podcast et qui ne sait pas que j'ai un podcast, et généralement, 98 ou 99% des milliers de gens qui votent savent que j'ai un podcast, quoi. Je veux dire, c'est ancré. Donc, c'est vraiment de la répétition, et je l'ai mis en avant de partout, et j'en ai fait presque le premier truc que tu sais de moi quand tu me découvres en ligne, quoi. Ouais, c'est intéressant, tu l'as vraiment poussé. Ouais. Et donc, tu conseillerais pas à quelqu'un... Enfin, est-ce que c'est possible de ranker et de faire monter ton podcast juste avec ton podcast? Donc, sans être connu ailleurs, sans envoyer des gens dessus ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est possible ou tu le déconseilles fortement? Alors, je pense que c'est possible, mais je pense que c'est vraiment se mettre des barrières si on a le moyen d'envoyer de l'audience ou du trafic dessus dès le début. Je pense que c'est le podcast, c'est un format qui a du mal à se développer par lui-même, à moins d'avoir un petit coup de chance, à moins d'avoir quelqu'un qui te pousse, à moins d'avoir quelqu'un qui renvoie du trafic vers toi. Mais juste poster ton podcast sur Apple Podcast ou sur notre plateforme ou sur toutes les plateformes, puis attendre que la magie opère, ça va être très très long. Ça va se produire au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, je crois que plus de 80% des podcasts s'arrêtent après le 20e épisode ou avant le 20e épisode. Donc, au bout d'un moment, si tu fais ça pendant des années, tu vas finir par créer un effet de boule de neige, mais avec une lenteur. Et nous, on n'aime pas la lenteur, tu vois. Nous, on veut que ça décolle tout de suite. Ouais. Mais je pense que c'est un bon filtre aussi, parce que le podcast, c'est vraiment le format typique que tous les créateurs essayent à un moment, et que quasiment tous les créateurs abandonnent très vite. Et donc, en fait, ce qui est difficile dans un podcast, c'est pas de le lancer. Ça demande pas beaucoup de matériel, pas énormément de connaissances. Ce qui est difficile, c'est de durer, c'est de le tenir. Toi, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans peut-être que tu as ton podcast qui tourne. Ouais, un peu plus de 4 ans maintenant. Ouais. C'est quoi le secret justement qui t'a permis de tenir aussi longtemps et de continuer à le faire croître pendant toutes ces années? Franchement, je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. C'est que tu pourrais dire plein de secrets et tout, mais au bout d'un moment, c'est juste, tu te laisses pas le choix en fait. Si tu dis je fais un épisode par semaine et tu ne te laisses pas le choix de le faire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, alors oui, après tu peux optimiser en termes par exemple de batching, d'organisation, de process, de motivation. Le fait que tu as des résultats qui arrivent, ça te motive aussi. Mais tu vois, pour toi qui est hyper addict je veux le dire, du fait de créer du contenu quotidien, au bout d'un moment, c'est juste aussi une discipline où tu te laisses pas le choix. Et moi, je fonctionne aussi beaucoup par rapport à la reconnaissance des autres, tu vois. Donc quand j'ai vraiment envie de m'engager à faire quelque chose, je vais le dire publiquement.
Parce que envers moi, des fois, je peux ne pas respecter ma propre parole, il y a pas de souci, tu vois, je dis un truc, puis après je fais pas, puis il y a que moi qui sais, on s'en fiche. Par contre, si je l'ai dit à mon audience, là, tu peux être sûr que même à 3h du mat, je suis capable de me lever, d'écrire ma newsletter si elle n'a pas été écrite pour le lendemain, quoi. Est-ce que tu as une façon spéciale de t'organiser pour les podcasts, entre la préparation, la production? Comment tu fais? Tu parlais de batching avant. Est-ce que il y a des phases où tu batches, des phases où t'es plutôt régulière tous les jours? Comment ça se passe pour toi? Je vais dire comment c'était avant, quand j'étais toute seule. Et je vais dire comment c'est maintenant avec mon équipe, parce que si je commence à dire maintenant comment je fonctionne avec l'équipe, je pense qu'il y a peut-être certains auditeurs qui sont tout seuls qui vont dire attends, moi je peux pas fonctionner comme ça de mon côté. C'est vrai. Donc voilà. Au début, c'était vraiment, j'arrivais pas à batcher, j'arrivais pas à prendre de l'avance, et enregistrer un épisode, ça me prenait pas longtemps parce que soit c'est le temps d'enregistrement, mais ça me prenait tellement d'énergie que pour moi c'était impossible d'en enchaîner un deuxième parce que sinon j'avais l'impression de perdre 80% de ma qualité, du peps, des choses comme ça. Donc en fait, tous les lundis, j'enregistrais pour le lundi d'après. C'est-à-dire que je passais 1 heure à préparer, juste sous forme de bullet points. J'ai jamais voulu tout scripter et tout parce que je trouve que déjà c'est trop long, ça m'énerve. Puis en plus, je perds en spontanéité, etc. Donc je faisais juste mes petits bullet points. Ensuite, j'enregistrais, donc là c'est mon petit dictaphone quand je marchais au fur et à mesure, là comme ça, je faisais des allers-retours comme ça dans mon appartement. Après l'après-midi, je montais et je rédigeais en même temps l'article de blog qui accompagnait l'épisode de podcast. Et après, je programmais pour le lundi d'après. Et donc tous les lundis, c'était ma petite routine création de contenu pour la semaine suivante. Je faisais des petits posts Instagram, des choses comme ça, etc. Ensuite, le business a commencé à grossir. Donc là, il y a l'équipe qui est arrivée. La première personne que j'ai recrutée, c'était une monteuse. Mais du coup, la monteuse, c'était aussi elle à la base qui s'occupait de programmer l'épisode. Mais du coup, elle avait besoin d'avoir un petit peu d'avance sur le planning pour pouvoir s'organiser, etc. Donc là, j'ai dû commencer à batcher. Et donc là, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de batcher plusieurs épisodes en même temps. Donc j'avais une journée où je scriptais un petit peu, mais même encore aujourd'hui, il y a plus de 3 épisodes par jour, je meurs. Mais littéralement, je meurs. Et les gens qui en font 6, je sais pas comment ils font. Donc genre le matin ou la veille, je scripte un petit peu tous mes épisodes, pareil, toujours avec des bullet points. Aujourd'hui, ça va assez vite parce que tu t'habitues, en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes plans, la même manière de présenter les choses, etc. Genre thèse, antithèse, synthèse, quoi. Non, c'est pas ça, mais grosso modo. Et après, le lendemain ou l'après-midi, je batch les épisodes et après, je les envoie en montage. Tes idées d'épisodes, tu les trouves où? Dans mon cerveau. Non, aujourd'hui, c'est beaucoup les demandes de l'audience qui reviennent. Ce que moi, j'observe du marché, des choses que j'ai pu vivre, expérimenter, etc. Ça reste quand même un podcast dont la ligne éditoriale de base, c'est qu'est-ce que c'est les plans d'action qui fonctionnent, quoi. C'est les stratégies qui fonctionnent. Donc, dès que moi j'ai un truc qui a marché de mon côté, que ce soit sur du Pinterest, sur du blogging, sur une stratégie réseaux sociaux, sur des nouveaux trucs que je mets en place, bah, je fais mon petit truc en mode plan d'action. Et entre-temps, j'ai aussi, parce que ça, il faut le dire, mis de l'eau dans mon vin par rapport au fait d'inviter des personnes sur mon podcast. Parce que au début, le podcast se développait, mais c'était très, 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 très lent. Et du coup, là, je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux faire en sorte que le podcast soit beaucoup plus repartagé, beaucoup plus mis en avant et pas que par moi? Et là, la réponse assez évidente, ça a été, bah, de faire venir des invités, à contrario de tout ce dont j'avais envie. Donc, j'ai commencé à me dire, OK, je vais faire venir des gens, 1 semaine sur 2. Donc, alterner un petit peu les épisodes. Donc, en fait, c'est juste à la base de la stratégie pour faire développer le podcast. Puis, il faut pas se mentir, c'est hyper efficace, en fait. Quand t'as Antoine BM qui repartage l'épisode que vous avez fait ensemble, toi, t'es en mode, ah oui, c'est utile, dis donc. Puis c'est des épisodes qui sont quand même plus faciles aussi à enregistrer et qui prennent moins de bande passante. Ouais, et donc là, aujourd'hui, tu postes 3 épisodes par semaine, c'est ça? 2 épisodes par semaine. Et toutes les 2 semaines, c'est une interview. Et tout le reste du temps, c'est toi qui parles toute seule, c'est ça? Exactement. Quel est le feedback que donne ton audience? Déjà, comment est-ce que tu récupères du feedback de ton audience? Parce que le podcast, c'est quand même très fermé. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils préfèrent les interviews? Est-ce qu'ils préfèrent quand tu parles toute seule? Alors, je récupère du feedback spécifiquement sur Instagram, vu que c'est mon réseau social principal. Petit sondage en story. Est-ce que vous connaissez le podcast? Est-ce que vous écoutez? C'est quoi votre format préféré? Il y a une petite majorité quand même pour les épisodes solo. Mais je pense que c'est pas parce que forcément c'est parce que c'est du solo, c'est parce que c'est les épisodes qui sont les plus concrets, les plus actionnables, où il y a les plans d'action les plus détaillés. Et comme moi, c'est la ligne éditoriale de mon business, comme ça que j'ai monté The Big Boost, et du coup, c'est une audience qui cherche beaucoup ça, qui est assez débutante en entrepreneuriat aussi. Ça m'étonne pas que ce soit ce type de format qui ressorte. Donc, pour tous mes invités, c'est pas qu'on vous aime pas, hein, c'est juste que ça correspond plus à l'audience. Mais ça se tasse de plus en plus. C'est-à-dire qu'au début, là où il pouvait y avoir un 70-30 en faveur 70%, 30% en faveur du format solo, aujourd'hui, c'est peut-être plus du 40-60, quoi. Donc, ça commence vraiment à
à se niveler. Tu le conseillerais à quel type d'entrepreneur de faire un podcast? Parce qu'aujourd'hui, on dit certains, il faut se lancer sur YouTube, il faut se lancer sur Instagram, il faut se lancer au podcast. Les gens sont un peu perdus sur quel format lancer. Tu le recommanderais à qui le podcast? Tous les gens qui n'ont pas envie d'aller sur YouTube, comme moi. Okay. Peut-être les gens qui, de par leur quotidien ou de par leurs envies, etc., ont pas forcément envie de trop s'embêter avec la vidéo. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avoir de la vidéo dans son podcast, c'est une technique marketing qui est assez efficace, on va pas se mentir. Mais quand on a vraiment des choses à dire, qu'on a vraiment envie de créer du contenu, mais qu'on se sent plus à l'aise avec juste un micro, sa voix, pas forcément la vidéo, ça reste un bon point de départ. Évidemment, il faut que l'audience soit une audience qui a à minima la possibilité et l'envie d'écouter des podcasts. Je dis toujours, si vous vendez à des grands-pères et des grands-mères des appareils des appareils auditifs, faites pas d'un podcast, quoi. Enfin, des choses comme ça. Des trucs un petit peu logiques. Mais sinon, c'est plus une question d'affect. Puis après, il faut tester aussi. Ok, super. Et toi, Antoine, aujourd'hui, j'ai vu que j'ai pas écouté tous tes podcasts, tu me pardonneras. Mais pourquoi tu t'es relancé dans le podcast? C'est de quoi Je sais pas, il y a un truc, c'est vrai qu'il y a une relation avec l'audience. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, Aline, sur le fait que on peut faire du podcast avec juste de l'audio. Aujourd'hui, on recommande beaucoup aux gens de filmer leur podcast pour pouvoir avoir l'avantage YouTube. Quand tu filmes ton podcast, t'as l'avantage YouTube, c'est-à-dire que tu peux référencer ton podcast sur un mot-clé, tu peux profiter de la recherche, du SEO, etc. Et en plus, tu peux après découper des extraits et en faire des shorts, des reels, des Exact. TikTok. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même expérience. Un podcast qui est filmé, c'est pas la même expérience. Les gens vont pas se confier de la même manière, surtout quand t'es avec un invité. Toi-même, tu vas pas t'exprimer de la même manière. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mes contenus les plus intimes que j'ai pu faire, parmi tous les contenus que j'ai pu faire, c'était des podcasts. Parce que quand tu n'es pas regardé, tu n'es pas jugé. Tu sais, il y avait des études intéressantes qui montraient que quand on mettait des représentations de regard ou d'yeux dans les lieux publics, les gens avaient tendance à faire beaucoup moins de petites délinquances, quoi. Le fait d'être regardé, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Et le podcast audio permet justement de créer du contenu en se débarrassant de la caméra et donc permet de créer du contenu qui est souvent plus profond. Maintenant, c'est sûr que tu profites pas du levier YouTube et c'est une question que je voulais te poser, Aline, c'est est-ce qu'il y a des gens qui font des recherches d'audio? Est-ce qu'il y a la recherche dans les podcasts? Je sais qu'il y a une barre de recherche, tu vois, mais est-ce que c'est vraiment une habitude que les gens ont? Est-ce qu'on peut accéder déjà à ces datas? Ça m'intéresse vachement. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question, parce que même si effectivement, moi, je filme pas mes podcasts, et encore, j'ai commencé à les filmer il y a très peu de temps pour faire le test, donc on pourra parler un peu des différences que ça a généré, etc. Je mets quand même tous mes podcasts sur YouTube, mais juste pareil avec, comme toi tu faisais avant, le visuel puis les petites ondes là, comme ça. Ouais. Et évidemment, franchement, tu vois le podcast en format audio sur Apple, etc. Il est monté à plus de 120 000 écoutes par mois. Sur YouTube, en 4 ans, j'ai pris 5-6 000 abonnés, quoi. Donc la zone de progression, la marge de progression n'est pas du tout la même, mais elle a le mérite d'exister. Aujourd'hui, quand on recherche dans une barre de recherche, que ce soit par exemple sur une plateforme de podcast, etc., ça va surtout être le référencement par rapport au titre du podcast, par rapport aux mots-clés, à la description, etc. Sauf que depuis, on va dire 2-3 ans maintenant, il y a tout ce qui est chapitrage audio qui a fait son apparition sur les plateformes d'écoute, dont Ocha. Et parce qu'on sait qu'à long terme, Google, en partie, va commencer à référencer les audios, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont réussir à détecter le texte, en fait, à l'intérieur des podcasts, et de pouvoir ressortir des passages précis en fonction des recherches des utilisateurs. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui déjà existant, mais qui est en cours de développement, on sait que ça va arriver. Et donc, toutes les personnes qui ont un podcast et qui prennent dès maintenant l'habitude de chapitrer tous leurs épisodes, ça pourra, dans un futur plus ou moins proche, permettre aux épisodes de podcast d'être beaucoup plus facilement référencés et donc beaucoup plus facilement découvrables aussi. Il y a un truc intéressant aussi, c'est que toutes les vues se valent pas et une vue de podcast c'est vraiment au sommet, quoi. C'est une vue qui vaut, une écoute du coup qui vaut beaucoup plus que, évidemment infiniment plus qu'une vue sur TikTok, mais même plus qu'une vue sur YouTube. Et tu le vois en fait au taux de rétention. Tu le vois. Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le panier moyen et le niveau de vie des gens, et donc les gens qui écoutent des podcasts sont généralement plus riches. Et en plus, il y a le côté rétention, c'est-à-dire que quand tu lances un podcast, t'es pas là à dire ok, je vais écouter 2 minutes, voir à quoi ça ressemble et puis changer. Tu lances ton podcast, tu mets ton téléphone dans ta poche, tu mets tes écouteurs, tu vas faire tes courses, tu vas conduire, tu vas faire le ménage, faire ton sport, etc. Et donc t'as des taux de rétention. Moi j'ai vu sur Yum par exemple, où je poste à la fois sur YouTube et en podcast, la différence elle est colossale. C'est-à-dire que sur YouTube je dois être à peut-être 17 minutes de taux de rétention sur un épisode d'1h30.
En podcast, je dois être à plus de 80%. Donc on doit être à 1h, je sais pas, 1h15, 1h20. Mais ce qui est terrible avec YouTube, c'est que t'as des milliers de petits carrés à côté des vidéos de tes concurrents qui sont là, clic avec des super miniatures, etc. Et moi, ça m'arrive de faire des sessions YouTube. J'ouvre une vidéo, puis après je clique sur une autre et je me retrouve avec 5-6 onglets encastrés. Exactement. Mais en tant que créateur, c'est terrible. Et en fait, du coup, le podcast est la plateforme de fidélisation par excellence. C'est pas une très bonne plateforme d'acquisition, mais c'est une putain de plateforme de fidélisation. Et pour ça, quand on a des produits à vendre, même des produits, même du service, que ce soit du coaching, qu'on est freelance, etc., pour trouver des clients, c'est une des meilleures plateformes. Ouais. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait beaucoup de tests avec, à l'époque où je faisais des podcasts, et je vendais beaucoup plus dans un podcast quand je faisais un appel à l'action que dans une vidéo YouTube, par exemple. Et je voulais te demander, du coup, Aline, comment est-ce que tu monétises tes podcasts? C'est quoi ton tunnel, en gros? C'est quoi ton système de vente? Ah bah j'adore. En fait, je pense que tu l'as dit, là où le podcast est hyper intéressant, c'est pas l'acquisition, c'est pas la conversion non plus, parce qu'il n'y a pas de moyen d'ajouter des call to action avec des boutons, les gens peuvent cliquer tout de suite, c'est facile et tout, parce que c'est une tanasse, hein, quand tu dis aux gens, cliquez sur le lien en bio. Déjà, en fonction de sur quelle plateforme ils écoutent, même la bio, des fois, s'affiche pas, ou elle doit être cachée dans un truc où il faut cliquer à 6 endroits. Par contre, la fidélisation, oui, à 200%, et je dis souvent, ça me fait rire, mais que le podcast, c'est le meilleur moyen de développer un syndrome de Stockholm chez ton audience, c'est que ils te mettent les écouteurs, ils mettent les mains dans la vaisselle, même si tu dis des dingueries qui sont pas d'accord, ils peuvent pas enlever leurs écouteurs parce qu'ils ont les mains mouillées, quoi, tu vois. Il y a aucune autre plateforme qui te permet de faire ça, quoi. C'est clair. Donc, ils sont obligés de t'écouter. C'est l'effet de simple exposition, c'est en fait juste le fait d'écouter quelqu'un tous les jours ou toutes les semaines, tu crées un lien avec, même si tu peux pas t'en empêcher, quoi, c'est plus fort que toi. Et ce qui est énorme, c'est que c'est une habitude qui vient en plus, c'est-à-dire par rapport c'est pas en concurrence avec TikTok, c'est-à-dire que t'es pas en train de faire un trade-off. Est-ce que je vais sur TikTok ou est-ce que je vais écouter est-ce que je scrolle sur TikTok ou est-ce que je vais faire la vaisselle? La vaisselle, faut la faire, quoi. C'est ça, t'auras toujours du temps en fait dans tes journées pour écouter des podcasts. C'est pas en concurrence avec les autres plateformes, c'est vrai ça. Donc, ouais. Et puis il y a aussi un truc qui est hyper intéressant, mais d'ailleurs Antoine, tu l'avais dit dans un de tes podcasts quand tu batchais là en 2018, etc. C'est cette espèce d'ancrage mémoriel et sensoriel que les gens peuvent avoir. Et en fait, c'était marrant parce qu'il y avait une espèce d'inception du podcast à ce moment-là. T'étais en train d'en parler dans un épisode et tu disais, par exemple, quand t'écoutes une musique et que t'es en train de vivre une expérience en même temps, eh ben tu vas ancrer cette musique et tu vas ancrer le moment, et que quand tu vas réentendre la musique plus tard ou ce genre de choses, ça va vraiment revenir de manière très vive dans ta mémoire. Et t'avais dit à ce moment-là, par exemple, là, vous êtes en train de vivre quelque chose en même temps que vous écoutez cet épisode de podcast, ça va s'ancrer très vite. Et moi, je me souviens encore aujourd'hui que j'étais dans un bus qui m'emmenait pour Annecy, exactement dans quel virage on était, tout, au moment où tu as dit ces mots-là. Et je pense que ça, c'est très compliqué à obtenir avec n'importe quel autre format, blogging, vidéo, encore moins TikTok ou des trucs comme ça. Enfin, en termes d'ancrage mémoriel. Donc, si tu sais un petit peu ce que tu fais avec ta voix et avec ce que tu dis dans les oreilles de tes auditeurs, tu peux vraiment, tout ce qui est fidélisation et tout, avoir un effet de dingue, quoi. Et c'est difficile à mesurer, c'est ça le problème, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens abandonnent, c'est que c'est immesurable ce genre de truc. C'est comme le bouche à oreille, c'est immesurable, et enfin moi je vois aujourd'hui sur mes ventes d'où viennent mes clients, il y a peut-être je sais pas un quart ou 30% peut-être de mes clients qui ont tapé juste mon nom sur Google et qui sont venus chez moi, et ils représentent 30% de mes clients, tu vois. Et je me dis, mais tu vois, tous les efforts que je fais pour faire de l'acquisition, pour faire des lead magnets, pour faire du contenu en 2 parties, pour faire des shorts, en fait, tout ça, c'est ce que je mesure, mais à côté, il y a ce que je mesure pas, et je sais pas, en fait, d'où ils viennent les gens qui tapent mon nom. Je sais pas s'ils m'ont écouté, si, tu vois, si on leur a parlé de moi. Et tout ça, c'est aussi c'est du capital, en fait, que tu crées quand tu tiens ton podcast pendant des années. Tu crées des fans. Ces fans, ils vont parler de toi à d'autres gens. Ils vont agrandir, en fait, ton cercle d'influence. Ils vont construire ta réputation. Ils vont construire ton nom dans le milieu. Et ça compte vachement, quoi. C'est sûr. Quand tu commences, quand tu fais du format court, par exemple sur TikTok, Instagram, tu commences à faire des vues, t'as l'impression que c'est bon, t'as craqué le truc, qu'il y a de l'attraction et tout ça, mais en fait, t'es là dans une session où les gens scroll, donc t'as l'impression de faire quelque chose de bien. Ouais. Alors que quand tu étais au podcast, et là, attends, j'ai tant d'écoute, t'as l'impression que ça en jette pas, quoi. Mais tu vois, alors que au final, ça. Mais t'as des TikTokers qui font des millions de vues, personne les connaît, quoi. Personne sait qui c'est. Les gens les voient, mais ils savent pas qui c'est. Et à côté, t'as des mecs, je sais pas, tu prends Tim Ferriss par exemple. Alors évidemment, la semaine des 4 heures et tout. Mais aujourd'hui, tu regardes les vidéos de Tim Ferriss et tout, il fait pas un nombre de vues énorme.
Mais Tim Ferriss, c'est une légende, c'est une putain de légende, tu vois. Et t'as des gens comme ça qui sont pas forcément ceux qui font les plus de vues, mais qui ont une énorme street cred dans leur thématique, tu vois, dans leur domaine. Et le podcast, je pense, nourrit ça plus que d'autres formats. En fait, je pense qu'on est sur des choses qui sont très complémentaires, où aujourd'hui, là, depuis 2-3 ans, on est sur la génération Reels, TikTok, Short, etc. Mais on sait pas c'est quoi le prochain effet de mode, on sait pas comment ça va évoluer, on sait pas si dans 5 ans, ce sera toujours aussi plébiscité, aussi efficace, ou si au contraire on en aura marre, on sera passé au prochain format dans le métaverse, que sais-je. Par contre, on sait que le podcast, c'est vraiment un truc qui prend peut-être plus le temps de se développer, mais sur tous les autres plans, c'est 1000 fois plus efficace en termes de qualité, de légitimité aussi, de perception de l'audience, de ce que ça nourrit auprès de ton image. Ça n'a rien à voir, quoi. Et tu sais, il y a l'effet Lindsay. C'est un truc qu'avait théorisé Nassim Taleb, c'était que plus quelque chose est vieux, plus il y a de chances que ça existe encore dans longtemps. Et le podcast, c'est un des formats les plus vieux. Tu vois, t'as l'email, 86, tu vois. Et ensuite, t'as en fait le podcast 2004, c'est quand l'iPod est sorti, ils ont intégré cette fonction. Et donc c'est avant YouTube, quoi. C'est un format qui est extrêmement vieux. Et quand tu vois la courbe de progression du podcast, c'est extrêmement lent et linéaire. Ça s'est vraiment fait très 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 lentement. Alors que tu prends des trucs évidemment comme TikTok, ça a explosé d'un coup, tu vois, ces trucs, c'est beaucoup moins, c'est plus dangereux de miser sur un format qui a explosé d'un coup pour construire ta carrière à l'échelle 10 ans, 20 ans, que de le faire sur un format qui existe depuis longtemps et qui progresse tranquillement, quoi. C'est plus safe, je pense. Totalement d'accord. Salut, c'est Antoine. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche qui rassemble tous les coups de cœur partagés par les invités. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et elle sera mise à jour après chaque épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com. Tu peux cliquer pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail et je te laisse pour la suite de l'émission. Est-ce que tu as été tenté est-ce que tu as été tenté de faire d'autres formats ou autres, un peu le syndrome de l'objet brillant, de disant où vraiment depuis le début tu t'es dit non, c'est mon truc, je me fais pas hyper. Non, évidemment que j'ai tenté d'autres formats, hein. J'ai tenté YouTube, de faire une vidéo par jour pendant 30 jours, etc. J'ai profité d'un voyage à New York pour vloguer un petit peu. Mais franchement, j'ai pas envie de dire des gros mots sur ce podcast, mais ça m'a embêté. Ok. Non, ça me correspondait pas. Enfin, déjà me filmer tout le temps, moi c'est quelque chose. J'essaye de le faire parce qu'on connaît la puissance du personal branding, de l'image et tout, mais non vraiment ça m'emmerde au possible, quoi. J'y pense pas, j'ai pas le réflexe, je sais pas faire, c'est moche. Après il faut se taper du montage, tu sais pas quoi. Enfin, c'est lourd aussi en termes de fichiers. Donc dès que tu dois uploader une vidéo, il te faut une bonne connexion internet absolument. Alors que uploader un fichier audio, c'est quelques dizaines de mégas et pas 3 gigas, quoi. En fait, tout ça a créé des espèces de frictions où dès que j'ai essayé d'autres formats, alors je blogue toujours depuis le début, j'ai commencé avec le blogging, mais dès que j'ai essayé d'autres formats que le podcast, en fait, ça me correspondait moins. La liberté que ça me permettait était moindre aussi, les résultats derrière moins efficaces, puis je sentais vraiment que c'était pas aussi fluide, quoi. Est-ce que tu dois continuer à faire du podcast pendant 5 ans encore, que tu t'es dit, est-ce que T'as trouvé ton format, quoi. C'est génial. Tu vois, c'est beau de voir des entrepreneurs qui sont alignés, tu sais, des fois, tu poses des questions, ils te disent, mais peut-être, je vais faire ça maintenant, etc. Il y en a qui changent régulièrement tous les ans de système, etc. Et, voir, voilà, des entrepreneurs alignés, c'est top, On avait reçu tu veux pas rejoindre la Forge? On est en train de faire un truc de recrutement, là, on t'a pas dit. C'est ça qu'on a marqué sur nos petites fiches, tu sais, on coche les cases. Putain, pas mal. Mais écoute, franchement, ça tombe bien parce que je commençais à en avoir vraiment marre de mon business et je me disais, je retournerais bien à un truc beaucoup plus calme. Mais non, pas du tout. Tout à l'heure, on t'a pas vraiment laissé répondre à la question. C'est quoi, du coup, ton système de vente et comment tu utilises le podcast pour le nourrir? Donc, comme on disait, là où le podcast est vraiment efficace, c'est la fidélisation. Donc, moi, c'est vraiment là-dessus que je vais jouer à fond, c'est-à-dire que dès que je suis en période de vente, je vais juste beaucoup parler de mes offres sur le podcast. Donc il y a une astuce que j'adore utiliser, d'ailleurs j'en avais parlé dans l'épisode Yum qu'on avait déjà enregistré ensemble avant, donc désolé pour ceux qui ont déjà écouté, je vais répéter l'information, c'est d'utiliser l'auto-sponsorisation sur le podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez une plateforme, un hébergeur qui diffuse vos épisodes, qui est quelque chose d'un petit peu professionnel, quoi, pas un truc à la mano, vous avez la possibilité de le monétiser. C'est-à-dire de cocher des options, soit pour qu'il y ait de la diffusion automatique de publicité qui se fasse, ou là vous n'avez pas trop le contrôle de quoi, mais l'avantage c'est que c'est un bouton sur lequel vous cliquez puis vous touchez 30% des revenus.
Ou alors, option numéro 2, vous pouvez faire vos propres collaborations avec vos propres sponsors de votre côté, enregistrer avec eux votre petit extrait audio publicitaire et puis le placer où vous voulez dans vos épisodes. Mais les solutions de monétisation sont très bien faites, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de uploader manuellement quand vous faites le montage de votre épisode la partie audio. Vous le uploadez dans votre hébergeur et vous dites à votre hébergeur, je veux que tu diffuses ce truc-là au début, à la fin ou au milieu de tous mes épisodes de podcast, ou alors de certains que vous sélectionnez, mais ça se fait de manière indépendante du corps de l'épisode et du fichier audio de l'épisode. Et en fait, moi, quand je réfléchissais à ça, je disais, moi, je sponsorise pas mon podcast aujourd'hui, c'est un choix de ma part parce que je me rémunère avec la formation en ligne, puis je veux garder la liberté et aussi la qualité des épisodes, parce que je trouve que la sponsorisation, ça détériore tout petit peu toujours la qualité d'écoute. Mais je me suis dit, mais par contre, je peux m'auto-sponsoriser, c'est-à-dire je peux enregistrer mes propres petites pubs pour mes propres petits produits et décider de les diffuser lorsque c'est nécessaire. Donc tu vois, par exemple, en ce moment, je fais la pub et la promo pour mon événement présentiel qui aura lieu en novembre à Paris. Donc j'ai enregistré mon petit extrait où je fais le teasing de ce séminaire-là. Je l'ai uploadé, ce teasing, sur mon hébergeur. J'ai dit, je veux que tu le passes en début de tous les anciens épisodes, donc des 400 épisodes qui existent, plus tous ceux qui sont à venir dans les 3 prochains mois, et que la date de promo s'arrête le 31 octobre. Et puis du coup, maintenant, c'est diffusé en tête de tous mes épisodes. Et puis le jour où j'en aurai marre, t'as tellement hacké le système et t'as tellement tout simplifié. Ça, c'est le hack ultime, parce que sur YouTube, tu peux pas faire ça. Tu peux pas insérer un bien milieu, parce que ce qui est énorme, c'est tous les podcasts que t'as fait, c'est des petits soldats qui travaillent pour toi et qui te ramènent entre guillemets pour ce que tu veux, ce que tu fais en ce moment. Tu dis que t'as un événement en ce moment, un podcast d'il y a 2 ans. Tu peux mettre à jour et oui, c'est ça, les anciens podcasts. Bien sûr, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et voilà. Comment, c'est quoi l'hébergeur que tu utilises pour faire ça? Ocha. Ocha? Ouais. C'est ça. Ocha. Mais tu connais? Oui, je connais, ouais. C'est top. Alors Ocha, ça va être le petit moment promotionnel que je vais faire pour eux parce que je crois que c'est la première fois de ma vie où je préfère une solution française à toutes les solutions US nord-américaines. Donc pour une fois qu'on a un SaaS qui fonctionne comme ça, cocorico. Non, mais c'est surtout, en fait, c'est un hébergeur, mais qui est très orienté aussi marketing et qui t'aide vraiment avec plein d'outils, y compris aussi du contenu, à faire développer ton podcast, à le faire connaître. L'équipe est top. Moi, je travaille avec eux quasiment depuis leur création. Aujourd'hui, on est même en partenariat et tout. Ils sont, je les trouve vraiment extraordinaires. Et t'as un lien affilié? J'ai un lien affilié, on pourra le mettre si tu veux. Vas-y, on le mettra dans la fiche. On le mettra dans la fiche coup de cœur. Dans la fiche, pas en bas. En plus, il faut que je le retrouve, mais ils m'ont fait un code promo il y a pas longtemps qui donne aux gens, je crois, 3 mois gratuits ou un truc comme ça. Vas-y, ça va intéresser les gens. En vrai, moi, ça m'intéresse, tu vois. Alors, je suis plus, le podcast, c'est pas du tout mon format principal aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'adorerais pouvoir faire ça sur YouTube, par exemple, et pouvoir. Après, tu peux faire des pubs sur tes propres vidéos, tu vois. Mettre ton petit pré-roll perso et tout. Petit pré-roll perso, mais bon, les gens ils regardent même pas, tu vois, les pubs. Ils ont des bloqueurs et tout. Mais c'est génial. C'est génial de pouvoir faire ça, podcast, et de pouvoir les mettre à jour, etc. Et c'est intégré avec. Est-ce qu'il y a une intégration avec Apple Podcast ou avec Spotify? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une collaboration entre les... Ouais. C'est ça qui est magique. C'est, en fait, alors, c'est vrai que quand les gens veulent lancer un podcast, souvent la première question, après la question de quel matériel j'utilise, c'est comment ça fonctionne, en fait. Parce que tu te dis, mon podcast, il est diffusé sur 40 plateformes. Donc, on connaît les principales qui sont Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, etc. Mais il y a aussi tellement de plateformes indépendantes. Et moi, la première question qui me faisait très peur quand je me suis lancée, c'est de me dire, mais est-ce que ça veut dire que manuellement, toutes les semaines, je devrais mettre à jour toutes les plateformes, comment ça fonctionne? Et en fait, pas du tout. Je dis toujours, il faut imaginer comme un parapluie. Donc, le parapluie, t'as le manche. Et après, le manche, il part avec des baleines. Tu vois, okay, les fils. Et en gros, ton hébergeur, c'est le manche, c'est-à-dire que tu mets ton épisode de podcast sur ton hébergeur. Donc là, par exemple, mettons Ocha. Et après, c'est Ocha qui va automatiquement mettre à jour et diffuser tous les épisodes auprès de toutes les plateformes existantes. Toi, le seul travail que tu as à faire, c'est quand tu crées ton podcast, c'est de relier une première fois, et ce sera la seule fois de ta vie que tu auras besoin de le faire, les plateformes à ton Ocha. Donc tu vas sur Google Podcast, tu crées ton espace podcaster, tu rentres l'URL de ton Ocha. Tu vas sur Spotify, tu crées ton espace podcaster, tu rentres ton URL Ocha. Tu fais ça pour 5-6 grosses plateformes. Et parce qu'après, elles sont toutes les plateformes indépendantes, elles sont pluguées sur Apple Podcast ou Google Podcast. Donc à partir du moment où tu as commencé à être référencé là-bas, t'es automatiquement référencé chez eux, t'as rien besoin de faire. Super, faut qu'on fasse ça là, avec Ocha là, pour Yum là. Ouais, carrément. Je suis sûr qu'ils seraient trop contents de vous avoir en plus. On n'arrête pas de changer d'appel à l'action et à chaque fois, faut tout enregistrer à nouveau, faut faire les redirections, les machins, c'est l'enfer. C'est top.
Ouais, c'est toi qui nous a fait découvrir ça quand on en parlait dans Yom dans le précédent pas précédent épisode, et c'est vrai que ça a changé pas mal de choses dans notre vision de voir le podcast, et c'est top quoi. C'est quoi tes objectifs pour l'année? Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui qui te sont challengeants, sur lesquelles t'as l'impression que tu dois progresser, ou est-ce que tu restes sur une amélioration constante? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, on est d'accord qu'on parle toujours par rapport au podcast, hein. Ouais, ou ça peut être le business en général, tu vois, ça peut être différents pans du business, autant la vente, autant le management, le recrutement, que d'autres domaines, quoi. Ok. Par rapport au podcast, ça va être de continuer la découvrabilité de l'épisode, parce que là, ça fait... En gros, la production a été assez linéaire, même si c'était avec mes petits paliers, mes dents de scie, etc. Mais c'était quand même assez constant, jusqu'à 100-120 000 écoutes par mois. Que j'ai atteint fin 2022, début 2023. Et en fait, depuis, alors moi j'ai perdu en régularité. C'est-à-dire que à un moment je suis repassée à un épisode par semaine plutôt que 2, chose que j'avais pas faite depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans. Et en fait je suis redroppée à 60 000 écoutes par mois, mais en 6 semaines, même pas quoi. Donc ça va très 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 vite dès qu'on perd un petit peu sur le tempo. Donc il a fallu remonter. Et ça se fait pas tout seul. Et on sent aujourd'hui qu'entre le fait qu'il y a de plus en plus de podcasts, le fait aussi que c'est de plus en plus difficile de ranker, etc., que la qualité des podcasts qui sont produits est de plus en plus haute aussi, on sent que la progression est quand même moins facile qu'avant. Donc là, c'est un peu le débat la problématique de comment est-ce que je maintiens déjà mon nombre d'écoutes, parce que on a l'impression de devoir, mais ça c'est le jeu des plateformes aussi, la création de contenu, fournir toujours plus d'efforts, mais pour maintenir des résultats équivalents à avant. Enfin ça, je sais pas si Antoine, tu le ressens aussi de ton côté sur les différentes choses que tu peux tester. Oui, mais voilà, c'est une vérité, quoi, et c'est pas... Ouais, il y a la concurrence qui est arrivée, ça c'est YouTube, ça s'est professionnalisé. On sent vraiment la différence cette année. Là, c'est vraiment, chez énormément de mes clients, je le vois, c'est des efforts pour maintenir quelque chose, et il y a plusieurs choses. Il y a la capacité d'attention globale qui baisse, mais il y a aussi surtout le fait que c'est toujours plus facile d'être en croissance dans un marché ou sur une plateforme qui est en croissance. C'est ça. Tu prends une plateforme comme YouTube, aujourd'hui, je pense pas que ce soit toujours en croissance. Tu vois, il y a une telle concurrence maintenant de TikTok, du format short, que je pense que YouTube se maintient, mais ils ont atteint ils ont atteint leur équilibre en fait, où il y a énormément de créateurs qui sont arrivés, la croissance n'a pas pu forcément suivre, il y a des créateurs qui commencent à repartir, et je pense qu'ils atteignent leur maturité en fait. Mais c'est vrai que tu te lançais sur TikTok pendant le confinement, c'était hyper facile par exemple de percer, et beaucoup de gros TikTokers ont percé à ce moment-là. Tu te lançais sur YouTube entre 2012 et 2015, il y avait aussi un momentum de fou. Il y a eu le momentum Instagram, quand Instagram s'est rendu compte du retard sur leur algorithme de TikTok. Ils ont testé des trucs, un peu à la va-vite, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que sinon on va se faire dépasser. Et là, à ce moment-là, j'ai chopé 60 000 abonnés en 6 mois sur Insta, en faisant des vidéos très simples. Et si je reprends ce type de vidéo et que je l'ai fait aujourd'hui, je pouvais faire 300 000 vues l'année dernière avec ça. Aujourd'hui, je vais faire 10-15 000 vues, quoi. Ou peut-être 20 000. Mais ça se voit direct, il y a eu un truc porteur, et c'est vrai qu'il y a un momentum souvent sur les plateformes où on peut gagner très très vite. Et ensuite, il y a un rééquilibrage. Ça veut pas dire qu'il faut quitter la plateforme à ce moment-là, mais en tout cas, il faut le savoir, sinon c'est la déprime, quoi. Si t'as l'impression... toi d'être nul, alors qu'en fait non, c'est juste le rééquilibrage. Il y en a beaucoup en ce moment, tu parlais des reels, des formats courts, etc., qui ont remarqué ça. Moi, je le vois beaucoup sur Instagram parce que c'est là où j'échange beaucoup avec les personnes. Mais effectivement, en ce moment, je suis en train de faire un test, en fait, sur mon compte Instagram, où je reprends des contenus à moi qui cartonnaient en 2021, mais littéralement qui cartonnaient. Et on est en train de tous les recycler, donc c'est les mêmes contenus. C'est exactement la même caption. On copie-colle tout, juste on travaille un petit peu le design. Et on se dit, est-ce que ça cartonne toujours? Mais pas du tout, en fait. Pourtant, c'est des problématiques, c'est des contenus, et on fait ça sur 3 semaines. Je me suis fixé de faire le test sur 3 semaines. C'était vraiment pour se dire, est-ce que la perte de vitesse que j'ai dans ma création de contenu sur Instagram est due à une perte de qualité de mon côté, ce qui est aussi possible, tu vois, j'étais prête à me remettre en question, ou est-ce que c'est juste parce que montée de la concurrence, changement d'algorithme, changement de type de consommation de contenu aussi, et du coup, je penche plutôt pour cette voie-là. Et j'imagine que le podcast est moins... les variations sont moins élevées, quoi. C'est plus safe, même, je pense, mentalement. Tu vois, c'est un format qui est pas trop stressant, quoi. TikTok, c'est le casino, tu vois. Soit tu fais 10 millions, soit tu fais 3 vues. Enfin, je sais que beaucoup de créateurs sur TikTok, c'est dur. Mentalement, c'est difficile de gérer ça, tu vois, de gérer ces énormes variations. Et j'imagine que sur le podcast, c'est quand même beaucoup plus stable. Ouais, exactement. C'est plus un format de papa, quoi, tu vois.
C'est tranquille, mais c'est slow but steady. Un truc que je voulais qu'on parle de ça parce que tu m'as envoyé un message avant de commencer l'émission. Tu m'as dit que tu avais lancé un nouveau podcast. Oui. Dans une thématique qui n'a rien à voir avec la tienne et que le podcast a marché en 21 jours. C'est ça? Ouais, alors après, on va définir marché, hein, donc on va en parler, je vais pouvoir citer des chiffres, etc. Mais c'était le truc intéressant quand tu m'as dit on va parler podcast, je me dis mais c'est trop bien parce que moi je viens de lancer ce nouveau podcast. C'était très intéressant pour moi de me dire comment est-ce que ça va se comporter par rapport aux auditeurs, sachant que moi c'est un podcast sur lequel je dois bosser moins d'1 heure par semaine parce que j'ai pas le time, tu vois, où j'ai zéro intention business derrière, donc il y a pas de marketing, il y a pas de moyens, j'ai mis 0 € dedans, où je me disais aussi en lançant un podcast mi-2023 vs début 2019, est-ce que ça rank toujours de la même manière, etc. J'ai pas mis de pub. Et ouais, au bout de, je crois, le 3e jour, on a ranké dans le top 10 de notre catégorie, quoi. Waouh, excellent. Alors, donc, vas-y, dis-nous tout. Ça, c'était pour le teasing. Donc, le projet, en fait, c'est un podcast thématique complètement différente du business, parce que c'est un podcast qui parle de couple, de relations amoureuses, de dating beaucoup. Enfin, ça se base sur mon expérience personnelle de ces 12 derniers mois. C'est un sujet qui m'avait passionné. Et en fait, en parlant avec un pote, on s'est rendu compte qu'il était passionné par ça aussi. Et comme on avait tellement de discussions par rapport à ça, on s'est dit, vas-y, on lance un podcast. Mais comme on a tous les deux des business, que on est hyper occupés, en plus on n'habite pas sur le même continent pour simplifier un petit peu les opérations. On s'est dit, on va lancer le truc le plus basique et simple possible, c'est-à-dire qu'on a des discussions, on met un micro entre nous, mais on prépare pas les épisodes, on les scripte pas. Et la promesse, c'est juste, alors nous, notre devise, c'est genre dire tout ce que les gens pensent tout bas. Donc c'est un truc un peu clivant, un peu cash sur certaines thématiques, mais on y va vraiment en mode YOLO pour le plaisir. Par contre, du coup, comme moi j'avais l'expérience de podcast avant, tout ce qui était logistique, matériel et tout ça c'était bon, c'était ok. Et tout ce qui est SEO, ranking, algorithme aussi, on a pu mettre en place les bonnes habitudes dès le début. Et ce qui a aussi beaucoup aidé, évidemment, c'était de lancer un petit peu nos audiences dessus. Avec la nuance quand même de oui, on a shooté sur nos audiences, mais moi je l'ai fait avec beaucoup de parcimonie, parce que mettre un pont entre The Bee Boost, mon positionnement business, mon expertise, l'image que j'ai, et mes anecdotes personnelles sur le dating, et mes points de vue, et mes convictions qui sont assez clivantes sur certaines d'entre elles, etc., j'étais pas à l'aise sur le fait que mon image personnelle et mon image professionnelle puissent avoir un impact peut-être négatif l'une sur l'autre. Donc en fait, j'ai shooté 1 ou 2 fois histoire de créer un début d'audience, mais je l'ai pas beaucoup fait non plus pour vraiment garder une espèce d'imperméabilité entre les deux, quoi. Ok, donc comment t'as fait venir les premiers auditeurs? Petit teasing auprès de nos audiences personnelles. En fait, c'était juste le but, c'était de ranker le plus vite possible dans les classements Apple Podcast. À partir du moment où ça a été fait, on a arrêté de communiquer sur nos audiences. Donc même stratégie, quoi. T'amènes un peu de monde au début, parce qu'il peut pas ranker s'il a pas de data. T'amènes l'audience qui va faire un peu de data, qui va montrer que les gens l'écoutent, et ensuite il va commencer à ranker, et ensuite tu profites de l'algorithme, en fait, c'est ça? Exact. Sachant qu'après sur ce podcast-là, on est aussi parti sur une stratégie vidéo, short reels, etc., qui aujourd'hui est, je pense, en 2023-2024, la voie royale pour développer un nouveau podcast, c'est de le filmer et de créer avec des extraits, les extraits les plus drôles ou les plus clivants, ou etc., sortir de leur contexte, des reels, des TikTok, des shorts. Moi-même, j'ai découvert plein de podcasts comme ça, en scrollant sur TikTok, des extraits de gens qui se marraient ou des trucs comme ça, et qui, au bout de les voir passer genre 5 fois, 6 fois, 7 fois, au bout d'un moment, tu t'atterris sur leur podcast et tu deviens fan. Donc je me suis dit, ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi, donc c'est ce qu'on met en place aussi, et je pense que ça aide beaucoup. Techniquement, vous faites ça comment? Vous utilisez Riverside? Eh ben non, en fait, techniquement, je suis à Montréal. Donc techniquement, tous les 3 mois, je me déplace. Où ils se déplacent. Okay. Non, on se voit pendant 2-3 jours. En fait, la dernière fois, on s'est vu. En 2 jours, on a batché 25 épisodes, je crois. Enfin, tu te mets en mode machine de guerre. Enfin, j'en pouvais plus. Je savais même plus où j'habitais, quoi, à la fin. Mais du coup, on batch, on se filme. Le fait qu'on prépare pas non plus énormément, qu'on y aille vraiment en mode discussion, ça aide, hein, parce que je pourrais pas faire ça avec, par exemple, le podcast Page et Business. Et après, chacun rentre chez soi et puis on a du contenu pour 3 mois, quoi. Concernant la thématique, c'est quand même le couple, les dating, c'est quand même des sujets vachement perso. Est-ce que tu as hésité pour lancer ce podcast? Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs justement qui soit décident de jamais parler de leur vie perso, ou au contraire des gens qui balancent tout, et entre les deux il y a pas mal de créateurs ou de gens qui se lancent, qui se disent est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire? Comment t'as réfléchi à ça, et ça nous intéresse. Écoute, c'était un vrai cas de conscience. Je suis contente que tu poses la question, parce que moi j'ai toujours dit, mais ça fait 4 ans que je crie haut et fort à qui veut bien l'entendre, qu'il y a 3 choses dont je parle jamais
publiquement, c'est ma famille, ma santé et ma vie amoureuse. Et là, j'arrive en disant et les le gars, prochain podcast, c'est la santé. La santé. c'est ça. Et la famille. Tu vas tous les faire. Mais du coup, je me suis sentie mal parce que déjà, moi, j'étais en mode, c'est une des premières fois où je dis que je fais pas un truc et finalement, je finis par le faire. Est-ce que les gens vont penser que je suis pas stable ou comment ça va être accueilli de la part de l'audience? Ça, c'est ma première crainte. Et ma seconde crainte, comme je disais, c'est que, je sais pas si vous avez cette impression de votre côté ou pas en tant que créateur de contenu, c'est que on a la partie de nous qui crée du contenu qui est visible sur les réseaux sociaux où il y a notre personal branding mais qui quelque part qui est une espèce d'alter ego qui est pas 100% de notre personnalité telle qu'on peut l'être dans la vraie vie, etc. En tout cas, moi j'ai des barrières, j'ai des filtres, il y a des choses que je dis pas, des positions que je refuse de prendre. Par exemple, j'ai jamais prendre parti politique, même quand il se passe un truc dans le monde sur mon compte Instagram, parce que je considère que c'est pas la thématique, que c'est pas mon rôle, que c'est pas mon expertise, etc. Et du coup, je disais, si je commence à avoir une image publique d'un sujet hyper perso comme celui-ci, j'avais extrêmement peur de la manière dont ça allait pouvoir potentiellement me faire perdre des clients sur la partie business, parce que si je dois donner un exemple très concret, comme ça les auditeurs vont vite comprendre. Autant dans le business, moi je bosse beaucoup avec des femmes, donc je suis pour les femmes qui entreprennent. J'ai beaucoup de féministes dans mon audience, j'ai énormément de personnes qui sont dans ces vibes-là, etc. Et je suis pour encourager l'entrepreneuriat féminin, même si je me positionne jamais dessus. Par contre, autant dans ma vie personnelle, et encore une fois, le podcast c'est sur ma vie perso et mes convictions à moi, je suis quelqu'un de très très traditionnel dans ma vision de la famille, du couple, etc. Et en fait, je me dis, je sais que j'ai des personnes avec les convictions qu'elles ont, qui sont clientes chez The Big Boss, si elles m'écoutent parler sur ce podcast-là, elles voudront plus jamais rien acheter chez moi sur certains discours que je peux avoir. Et donc, le vrai débat, c'est de me dire, est-ce que je suis prête à perdre potentiellement une partie de ma clientèle en lançant ce nouveau projet? Est-ce que ça te tient suffisamment à cœur ou pas? Et c'était quoi le pourcentage de clients que j'étais prête à perdre ou de mauvais retours que j'étais prêt à me prendre pour lancer cet épisode? Et je dis pas que j'ai un chiffre précis en tête, mais j'ai quand même un feeling où je me dis, si au bout d'un moment je sens que ce podcast-là, qui est un projet de cœur, mais que je fais de manière complètement non rémunérée, me coûte plus de 5% de ma clientèle, où je commence à sentir qu'en termes de momentum, c'est en train de détériorer mon image business, j'arrête. Et ça, comment tu peux le savoir ou le mesurer? Déjà, on verra la perte de chiffre d'affaires. Mais ça peut être lié à plein d'autres facteurs, on est d'accord. Oui. Après, c'est beaucoup les retours aussi. C'est beaucoup les retours. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pour moi de commencer un petit peu à shooter sur l'audience de Big Boost, avec beaucoup de parcimonie. Je l'ai fait au début, là, je le fais beaucoup moins. Il y en a eu, hein. D'ailleurs, c'était très drôle parce que le premier retour et le premier repartage qu'on a eu sur Instagram, c'était un sale hater, hein. Je me souviens, je suis allée m'engueuler avec lui et tout. C'était quelqu'un qui est, en plus, parce que je vous ai dit, le podcast, il était filmé. Et en fait, dans la film, on est vraiment parti à l'arrache. Je crois que quand on filmait, moi, j'étais sur mon canapé, j'étais genre pieds nus, assise en tailleur sur mon canapé. Mon pote, il était à côté de moi, on parlait, on faisait l'épisode. Puis on a posé un teaser en ligne avant même que le premier épisode sorte, quoi. C'était juste le teaser. Ouais. Et le gars a repartagé en story sur je sais pas combien de comptes en disant oh là là, c'est quoi ces gens qui font des podcasts pieds nus sur leur canapé, marketing d'adolescents, jamais j'écouterai ça. Et moi, je me souviens, je suis allée péter un câble et je suis allée lui envoyer un DM et je lui ai dit, le jour où tu feras des lancements à Z-Shift, tu pourras venir me parler marketing, tu vois. Ah non. Donc voilà, est-ce que tu as eu des retours négatifs justement sur tes prises de position assez tranchées, ou est-ce que c'est plus quelque chose que tu appréhendais et en fait tu t'es rendu compte que les gens plutôt soit s'en fichaient, soit on peut faire la part des choses, tu vois? C'était un petit peu des deux. En fait, j'ai eu plein de personnes qui m'ont contacté en me disant Aline, je suis pas d'accord avec toi. Ce qui est totalement ok, hein, parce que je m'y attendais et j'en ai parfaitement conscience, mais qui me disait, mais comme je te connais déjà beaucoup en termes de business et que je sais ce que t'apportes, etc., et que tu spécifies bien, parce qu'on le dit énormément dans le podcast, que c'est que ton point de vue, que c'est pas quelque chose une vision du monde que vous essayez d'imposer aux gens ou quoi que ce soit, c'est ok pour moi, je respecte, mais je pense que parce que le personal branding est aussi fort sur The Big Boost, ça permet aux gens de faire la part des choses parce qu'ils me connaissent déjà très 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 bien, et ça fait des années qu'ils me voient donner de la valeur, qu'ils m'entendent parler business, ou peut-être parce qu'il y a c'est beaucoup de clients, hein, forcément c'est les fans qui vont suivre sur un nouveau projet, donc là c'est ok. Mais oui, les premiers retours, d'ailleurs notre première review sur Apple Podcast, pareil, c'était une super mauvaise review en mode je suis venu écouter parce que j'aime bien Aline, mais en fait c'est de la merde, quoi, tu vois. En fait l'aime plus. Mais c'est vrai qu'en plus c'est une thématique qui peut être un peu casse-gueule parce que tout le monde a un avis là-dessus, genre la vie amoureuse, le dating et tout le monde a une expérience autour de ça, et donc tout le monde a un avis là-dessus, tout le monde a sa vision de qu'est-ce que c'est, quand ça se passe bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. Et donc en effet c'est beaucoup plus polarisant en fait que le business ou le marketing, où en fait tu parles à des gens qui
qui savent déjà ce qu'ils veulent et tu leur donnes des outils pour le faire, quoi. C'est une thématique qui est assez bizarre parce que soit d'un côté, en fait, en tout cas, il y a beaucoup de créateurs hommes qui se lancent en fait parce que voilà, le dating c'est un problème, etc. Donc ils se lancent sur la thématique de la séduction. Après, il finit à faire du business. Mais c'est assez difficile. Ou sinon, il y a d'autres personnes en fait qui se trouvent à switcher sur les relations et en fait d'une certaine manière à être un peu exclus, c'est-à-dire que maintenant qu'ils ont cette image qui est associée à ça, ils peuvent plus trop parler d'autre chose et donc c'est une thématique quand même assez particulière ouais, je sais pas où je vais là en disant ça. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un terrain glissant, que tout le monde a ses expériences, ses convictions, et puis tu parles quand même, quand tu parles de dating, de relations de femmes, tu parles à des gens qui ont tous été blessés à un moment, qui ont encore des traumas par rapport à certaines expériences. C'est pas comme parler business où ok, tu touches peut-être à la confiance en soi, au fait de se montrer, mais en dating, on a tous des plaies béantes dans le cœur, quoi, à moins d'avoir fait des années de thérapie et d'avoir des dizaines d'années d'expérience, de choses comme ça. Donc, dès que tu dis un truc qui vient chercher ou trigger quelqu'un, tout de suite, il va le prendre 1000 fois pire que si tu lui dis juste c'est nul de pas être allé sur Pinterest, dis donc qu'est-ce que tu fais, quoi. T'as des regrets par rapport à ce que t'as fait? Est-ce qu'il y a des choses que t'aurais fait différemment dans ton aventure podcast? C'est difficile d'avoir des regrets parce que si tu dis je ferais différemment, ça veut dire que t'aurais peut-être pas les mêmes résultats que t'as aujourd'hui. Bien sûr. Vois. Donc non, je pense pas que j'en ai. Je pense que tout ce qui a été fait au bon moment pour la bonne raison et que même s'il y a des choses que je ne referai pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Par exemple, le fait de lancer un podcast avec uniquement des épisodes solo, je pense que j'ai peut-être ralenti un petit peu le décollage du podcast. Le fait d'avoir à un moment d'être repassé à un épisode par semaine plutôt qu'à 2 pendant 2 mois, ça a quand même plombé la progression du podcast, on va pas se mentir. Je l'ai fait parce qu'en termes de bande passante et d'organisation dans le business, j'avais pas le choix en fait. Hein. C'était pas par flemme, hein. C'était vraiment parce que j'avais pas le choix. Mais clairement, ça a eu des conséquences négatives et aujourd'hui, je sens à quel point j'ai ramé. Je commence à peine à retrouver les écoutes que j'avais il y a 1 an et c'est d'une frustration extrême pour moi. Bon, ça fait partie du parcours aussi. Donc voilà, donc c'est pas des regrets, mais c'est des choses en me disant si c'était à refaire, je le ferais pas. Mais attends, juste en passant de 2 épisodes par semaine à 1 épisode par semaine, genre c'est quoi la fréquence, c'est important dans le podcast? C'est extrêmement important. Ouais, j'ai perdu 45% de mes écoutes en 2 mois, quoi. La dégringolade a été énorme. Alors que c'est le seul truc qui a changé, hein. La qualité des épisodes n'a pas changé, la communication n'a pas changé, c'est le seul paramètre qui a changé. En fait, en termes d'algorithme aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est beaucoup Apple Podcast qui fait foi et généralement les autres plateformes, à part Spotify et autres, se basent quand même beaucoup sur les rankings Apple Podcast pour leur propre ranking à elles. Et en fait, ils vont prendre en compte effectivement la durée d'écoute, les commentaires, les choses comme ça. Mais ce qui va énormément jouer, c'est le nombre d'écoutes. Et en fait, pareil, on en parlait sur l'ancien épisode de Hume qu'on avait enregistré ensemble, c'est que Apple Podcast, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder le nombre d'écoutes sur les 7 derniers jours, mais avec on va dire, des coefficients différents. C'est-à-dire que le coefficient le plus fort, ce sera le nombre d'écoutes que tu as fait la veille. Ensuite, tu as le nombre d'écoutes que tu auras fait l'avant-veille. Puis ensuite, la moyenne du nombre d'écoutes sur les 5 autres derniers jours. Donc on a 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et après, il va faire son micmac avec tout ça. Et toutes les 24 heures, il met à jour son classement en fonction de ça. Donc tu vois bien que quand tu publies 2-3 épisodes par semaine, de base, vu que tu envoies du trafic et vu que les gens écoutent les nouveaux épisodes assez régulièrement, eh ben t'as un meilleur taux, on va dire, quand tu publies plusieurs épisodes par semaine, parce que les nombres d'écoutes de l'avant-veille et de la veille sont quand même plus élevés, parce que si t'as publié un épisode tous les 15 jours, bah, le truc a le temps de redescendre dans les tréfonds des classements avant d'essayer de remonter. Donc en fait, juste pour ça, le fait de passer à 2 épisodes par semaine, moi ça a été une des techniques que j'ai mises en place pour mieux ranker et pour faire développer le nombre d'écoutes, etc. Ouais, c'est très bon à savoir ça. Bon, faut que tu continues, Antoine. Il faut pas que t'arrêtes. On va voir, là j'essaie de me recentrer sur YouTube, chaque chose. Non, YouTube, podcast et tout. Là, je rigole. Ah oui, aussi tes analytics, tu les regardes où? Sur Apple Podcast, parce que maintenant ils en proposent, ou sur ton hébergeur? Sur l'hébergeur, parce que ça prend tout en compte, ouais. Ok, et donc c'est le nombre de téléchargements, mais du coup t'as pas vraiment le nombre d'écoutes. Tu sais combien de gens ont téléchargé, mais il y a des gens qui ont pu le télécharger, pas l'écouter. Oui, alors après ça dépend du forfait que t'as sur ton hébergeur, mais tu peux aussi avoir le nombre d'écoutes, le nombre de téléchargements, la durée moyenne d'écoute par épisode, quels sont les épisodes les plus écoutés, les moins écoutés. Enfin, plus tu payes le forfait haut, n'est-ce pas, dans ton hébergeur, mais t'as quand même accès à des statistiques assez intéressantes et développées qui se rapprochent en fait de celles de YouTube aujourd'hui. Donc tu peux rentrer vraiment dans la granularité, c'est intéressant. On n'avait pas ça au début. Ouais, non, c'est clair.
C'était vraiment le gros point noir du podcast, un peu la boîte noire, quoi. C'est top. J'avais une dernière question pour toi, Aline. Est-ce que tu as une vision pour l'avenir du podcast ? Est-ce que tu as une idée de ce que le podcast pourrait devenir dans 5 ans, 10 ans, ou voire plus d'ailleurs ? Ouais. Je pense que ça va continuer à se développer, que ça va continuer à se démocratiser, mais qu'on va avoir une espèce de mix. Si je vois un petit peu les goûts aujourd'hui des gens qui consomment du contenu, on va avoir une espèce de mix entre du podcast et du Twitch, tu vois. C'est qu'en fait, les podcasts vont devenir de plus en plus espèces d'émissions qui vont mélanger émissions radio, émissions Twitch, le rire, des concepts, des choses comme ça, et moins je déroule un plan ABCDEF comme moi je peux le faire actuellement sur le podcast, mais plus en mode émission radio, et chacun va choisir les créateurs qu'il a envie de suivre là-dessus. Et je vois que c'est ce qui est en train d'exploser en ce moment, même aux US, déjà, sur tous les podcasts que je suis en train de découvrir, c'est un petit peu le concept aussi. Voilà, donc si je pouvais résumer ça en quelques mots, il y a le terme de professionnalisation, il y a le terme de ligne éditoriale aussi qui va devenir hyper important, et le fait de créer une différenciation à la fois dans les discours, dans la manière dont les sujets sont créés et abordés, et dans la diffusion. Et je pense aussi que le côté vidéo va devenir extrêmement important, et que mettre son podcast sur YouTube, créer des shorts, des reels et TikTok, etc. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. C'est une très bonne stratégie, une très bonne stratégie marketing. Mais à long terme, ça va devenir quasi obligatoire. D'ailleurs, je suis en train de me forcer à commencer à le faire pour le podcast. Je peux pas J'ai business et c'est horrible. Je déteste. Il faut que tu délègues. Prends quelqu'un qui te fait le montage et tout. Ah non, mais ça, c'est délégué. Mais juste le fait de moi me filmer. Mais en fait, je me rends compte, je sais pas si toi ça te le fait aussi, mais quand t'es filmé en vidéo, déjà, je suis beaucoup moins naturelle, je suis beaucoup moins concentrée dans ce que je raconte. Je me rends compte que je parle 1000 fois plus vite, pas avec les mêmes tics de langage, etc. Enfin, vraiment, tu sens que ça met c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça met une barrière de perception où t'es constamment en train d'essayer de checker à quoi ressemble ta gueule, donc tu te concentres plus sur ce que t'es en train de raconter. Enfin, c'est affreux. D'autres petits trucs qui peuvent aider pour les gens qui ont ce problème-là, c'est vraiment psychologique et rien d'autre. C'est d'abord d'éloigner la caméra. Je trouve que plus la caméra est loin, plus c'est facile de s'exprimer devant la caméra. Et de pas se regarder, justement, de retourner l'écran pour pas se voir, en fait. Enfin, de pas mettre l'écran dans notre sens. Ouais. Donc évidemment, tu cadres au début pour voir si t'es bien dedans, mais ensuite tu te regardes plus, et ça te permet de te concentrer sur ce que t'as à faire et pas sur à quoi tu ressembles, est-ce que t'es bien dedans et tout. Mais juste le fait d'éloigner déjà la caméra, c'est un petit hack qui peut aider. Je prends le hack, je prends. On peut t'avais quelque chose à rajouter ? Dernière question. C'est quoi ton rapport à l'ambition aujourd'hui ? Est-ce que tu te dis tu veux dans les prochaines années faire X de chiffre d'affaires ? Est-ce que tu es plutôt en te disant ce qui compte pour toi, c'est de kiffer au quotidien ce que tu fais et donc de surfer sur cette vague qui te porte. Comment tu te projettes sur l'avenir ? Félix, il est vraiment en train de recruter pour la Forge. C'est la Forge, on accompagne des talents et on les aide dans leur croissance. Je trouve que c'est intéressant parce que déjà on n'en parle pas beaucoup. C'est souvent des choses qu'on garde pour soi et on peut voir beaucoup de diversité d'un créateur à l'autre. Surtout quand on débute, et c'est pas ton cas, mais quand on a plein de créateurs qui débutent, qui dès le début en fait, c'est des gros je veux faire 1 million de chiffre d'affaires par an, etc. Et donc ils sont beaucoup plus cool. Et je pense que c'est important pour mieux pour s'identifier de savoir. Donc c'est pour ça que on voulait te poser la question. Moi, depuis que j'ai lancé The Bee Boost, enfin en tout cas depuis que je suis passée dessus à temps plein, j'ai toujours eu une vision extrêmement claire de ce que je veux accomplir et de là où je veux aller. Et en fait, ça n'a pas bougé d'un iota en fait, cette vision en 4 ans. Régulièrement, je me repose la question de est-ce que tu as changé, est-ce que tu veux arrêter, est-ce que tu veux aller dans une autre direction. La réponse est non. Et vraiment, ce qui m'anime depuis le début, c'est de me dire moi, ce que je veux, c'est démocratiser l'entrepreneuriat auprès du plus grand nombre possible. Et je veux que dès l'école, dès la maternelle et la primaire, on dise aux gens, tu peux être salarié, tu peux être entrepreneur. Il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre, mais juste, il faut que les deux choix soient possibles et que les deux choix soient rendus faisables, démocratisés, où on t'aide, en fait, à aller dans la voie et la direction qui te correspond le plus. Moi, ça a été l'entrepreneuriat, donc je parle beaucoup d'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'adore la création de contenu, c'est pour ça que j'adore le podcast, c'est pour ça que je le monétise pas aussi, c'est pour ça que j'ai cette vision de croissance du podcast, parce que ça sert en fait cet objectif de démocratisation. En fait, c'est une manière de prendre la parole, de rendre la chose accessible, de la simplifier aussi pour des gens qui pensent que c'est très complexe ou très difficile de se lancer. Et donc dans cette vision-là, il y a aussi le fait de continuer à se développer en termes de notoriété, avec la création de contenu principalement, et le fait aussi de créer des écosystèmes d'entreprises qui aident les gens à se lancer
Et en fait, mon but, et ça c'est le nouveau step que je m'apprête à franchir en tant qu'entrepreneuse là, c'est que avec The Bee Boost, je suis très contente de ce que j'ai atteint. Le premier million de chiffre d'affaires, c'était évidemment un objectif, etc. Mais ça continue à grossir. Et maintenant, je suis partie dans une logique de croissance externe où je commence à racheter des entreprises pour construire un écosystème où tu vas pouvoir prendre les gens depuis le moment où ils font leur reconversion au moment où ils font leur premier million. Puis après, chacun vient, suit le parcours qui va bien pour lui, etc. Donc voilà, ça a toujours été la vision. Et jusqu'ici, je continue à avancer là-dessus et à me dire, ok, pour l'instant, ça fonctionne. Puis si un jour, je me sens plus aligné, je changerai, quoi. Ça répond à ta question. On l'apprend. Merci. Bienvenue dans la forge. Tu vas passer tous les tests. On a compris. Non, mais c'est vrai que pour ceux qui te connaissent pas, t'as un business qui cartonne, quoi. Tu fais des gros chiffres, ça marche très très bien. T'es super bien organisé, t'as des équipes et tout. Enfin, t'es un modèle quand même chez les infopreneurs français. T'es quand même un modèle à suivre, quoi, je trouve, qui fonctionne très très bien. Merci pour le compliment, ça me touche. Il n'y a pas que le podcast, quoi. Derrière, il y a quand même un truc solide. On passe à la section On passe au coup de cœur. Allez, les coups de cœur. Allez, vas-y Aline, allez. J'allais dire Félix parce qu'on l'a moins entendu pendant l'épisode. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Eh ben écoute, moi le coup de cœur, moi ça va être un outil qui s'appelle Frame pour le montage. On l'utilise avec nos équipes et c'est ouf à quel point ça nous a fait gagner du temps. Antoine et moi, on était un peu réticents à chaque fois à utiliser un nouvel outil, apprendre à l'utiliser. Mais en fait, c'est notre monteuse qui nous a poussé à le faire et en fait, ça nous a fait gagner énormément de temps en faisant les retours. Comment ça fonctionne en fait? C'est une espèce de plateforme où le monteur va uploader les vidéos et toi tu peux faire des retours en termes de montage exactement à telle minute, etc. Tu veux ça et ça permet de simplifier. Ça permet aussi de gérer les mises à jour. Donc si les V2, les V3, tu peux voir les différences, etc. Et c'est vachement utile. Voilà, ça coûte pas très cher par rapport à la valeur que ça apporte. Ouais, c'est très bien. T'as des timestamps, tu peux dire à 7 minutes. Tu mets un commentaire, tu dis là tu remplaces cette image par cette image, etc. Sont passés pour faire du retour sur le montage. Ouais. C'était galère en disant parce que des fois tu te dis est-ce que je vais faire le retour parce que c'est des petits trucs, des petits détails graphiques ou des petits détails. T'as la flemme de dire qu'à telle minute, etc. de faire un feedback comme ça qui est long comme le bras. Et en fait là ça permet de vraiment déculpabiliser et du coup de mettre un niveau d'exigence qui soit plus élevé et en même temps faisant gagner du temps pour le monteur pour retrouver, etc. Ça évite pas mal d'allers-retours et tout. Voilà. Je peux partager le mien. Est-ce que je me demandais d'ailleurs si Aline, toi qui es dans le podcast, tu dois connaître. Est-ce que tu connais Auphonic? Eh ben non. Alors imagine que tu as un petit studio de podcast qui t'améliore le son de ton podcast de fou, qui te coupe tous les silences, qui t'envoie ton podcast sur toutes les plateformes en un clic. Et ben ça existe, ça s'appelle Auphonic et c'est un outil qui existe depuis longtemps que j'utilisais en fait à l'époque où je faisais mes premiers podcasts. Et tu sais, je te parlais du fait que je postais mon podcast aussi sur YouTube avec juste une photo et une vague. Et ben je le faisais avec Auphonic, c'était une des fonctions qui était permise par Auphonic. Et donc c'est pas très connu, c'est un peu moche. Leur système de paiement est un peu bizarre, c'est-à-dire que tu payes pas un abonnement, mais tu payes en heures. Par exemple, t'achètes 100 heures et il va pouvoir te traiter 100 heures d'audio. Ils sont pas bons en marketing. C'est pas très cher. Et en fait, pour te donner un exemple de comment j'utilise dans mon process, c'est à la fois un outil d'amélioration de l'audio technique et en même temps un outil d'automatisation. Et pour te donner un exemple, là on va terminer l'épisode de Yum. Ma monteuse va le récupérer, elle va le monter, et une fois qu'elle l'aura monté, elle va le mettre sur un Google Drive, et elle a fini son travail. Et en fait, ce que va faire Auphonic, c'est qu'il va récupérer le fichier sur Google Drive, il va automatiquement améliorer le son, mais vraiment l'améliorer, il va l'égaliser, il va le compresser, il va faire un truc qui va être vraiment bien mieux, avec plus de coffres, tout ça. Il va l'envoyer sur YouTube avec un chapitrage généré automatiquement par IA. Ça, c'est un truc de fou et ça marche vraiment bien. Je n'ai pas grand chose à modifier derrière. Il va ensuite m'envoyer l'audio sur mon hébergeur de podcast. Donc moi, j'utilise Spreaker. Il va me l'envoyer. Il va mettre une description qui est différente sur YouTube et sur l'audio. Et moi, j'ai plus qu'à venir dessus et à le publier. Et c'est ouf. Ce qui est ouf aussi, c'est que la version téléphone d'Auphonic, en fait, si tu l'utilises pour enregistrer, elle utilise que les micros qui sont situés ici de l'iPhone et ça coupe les autres micros. Et du coup, ça perd. Attends, on parle de la même chose. On peut faire ça avec Auphonic, je savais pas. Avec Auphonic, tu peux enregistrer. Oui, il y a une app téléphone. Et en fait, si t'es à l'extérieur, tu vas enregistrer un podcast avec le téléphone comme ça.
En fait, ça isole vachement le son extérieur parce que c'est juste uniquement les trucs du micro qui sont là. Et donc, en fait, pour enregistrer comme ça dans la rue des trucs, si t'as un podcast qui est fait à l'arrache et qui est vachement impromptu, c'est excellent. T'as raison, c'est ouf. Et l'autre chose, c'est on avait fait une formation ensemble il y a hyper longtemps avec on peut le plugger avec Shortcut et Zapier en bidouillant un petit peu. Et du coup, si tu l'enregistres avec un truc, par exemple un logiciel plus traditionnel comme Okusai ou autre de l'audio, tu peux en un clic, ça part partout et ça fait. Et même pour les vidéos, hein, pour mes vidéos YouTube, maintenant je les passe par Auphonic parce que le son est tellement meilleur quand ça sort. Si tu fais un podcast et qu'il y en a un avec un invité, il y a un invité, le son est un peu moins fort, le tien plus fort, il va tout égaliser. Pour mon podcast perso, en fait, ce que je fais, c'est que je le fais en impro total, mais il y a des gros blancs en plein milieu, donc je m'arrête de parler pendant genre 3 minutes. Il va te couper tous les blancs, il va te raccourcir tout ça, et hop, ça fait un audio qui est fluide, quoi. Ça te fait le montage. Regarder en même temps, effectivement, en fait, je pense que je vois ce que c'est que quand on en parlait, quand tu faisais beaucoup de podcasts là, back in the days en 2018, je crois que je l'avais utilisé aussi. Parce que je suis en train de voir, le logo me parle, donc je suis quasiment sûre, mais j'avais pas vu qu'ils avaient mis toute la partie IA, c'est un etc. vieux truc, hein, c'était Tim Ferriss qui l'avait recommandé il y a genre 10 ans, c'est ce qu'il utilisait pour son podcast. C'est le pricing le plus idiot, tu t'achètes un crédit, tu utilises, je crois que ça fait 4 ans qu'il a pas été utilisé. Mais ouais, j'ai rien payé. J'avais encore 100 heures d'audio là quand je me suis remis à l'utiliser, donc je paye toujours rien et non, c'est ouf. Aline, ton coup de cœur? C'est un double coup de cœur. En plus, je suis trop contente parce que je l'ai à côté de moi. Attends, je fais de la place et tout. C'est, je sais pas si vous allez le voir. Le nouveau livre en paperback et tout. Exactement. J'ai profité d'être. Faut dire pour les gens qui écoutent en audio parce que là c'est pas très. Ah oui. Donc c'est le bouquin 100 Million Leads, c'est ça, de Alex Hormozy. Donc c'est son deuxième bouquin. Il avait fait 100 Million Offers, qui était un super bouquin. Et là, il vient de sortir la V2 que j'ai acheté aussi, mais en Kindle, et que j'ai à peine commencé encore. T'as été sur le live ou pas? Sur le live. Alors en fait, c'est pour ça que je dis mon double coup de cœur. Déjà, coup de cœur pour le livre. Je l'ai acheté en Kindle, je le lisais dans l'avion la semaine dernière. Et en fait, il se trouve qu'on me l'a offert quand je suis arrivée ici à Montréal. Donc c'est pour ça que j'ai la chance de l'avoir là avec moi. Mais surtout, double coup de cœur pour le live de lancement de ce bouquin, qui était une leçon marketing et une leçon en termes de création de contenu. Pour les gens qui sont intéressés d'ailleurs, c'est dispo gratuitement sur sa chaîne YouTube, hein, ça dure genre 1h20, mais je pense que n'importe quel créateur de contenu de cette terre devrait aller regarder ce live et en prendre de la graine, tellement ce mec réinvente ce que c'est la création de contenu, alors que c'était le premier à dire qu'il créerait jamais de contenu, hein. Puis là ça fait 1 an que c'est dit finalement j'y vais et tout, qu'il a juste plié le game. Et lui et sa femme aussi, hein, que je suis, que j'aime beaucoup, Leila Hormozy. Franchement, je suis fan de ce qu'ils font, ils sont hyper inspirants. C'est incroyable ce qu'ils ont monté, et si tu regardes la stratégie de contenu, ils ont réussi vraiment à créer une équipe qui est extraordinaire. Et leur process de création, ça leur demande vraiment pas beaucoup de temps. C'est ça. Et c'est ouf. Tu l'as lu le livre ou pas encore? J'ai commencé, je crois que j'en suis à peu près à la moitié là. Ok. Et alors? Mon avis dessus? Ouais. En fait, ce que j'adore, c'est que c'est à l'image de leur contenu, c'est que c'est hyper actionnable, hyper straight to the point, tu vois, genre droit au but. Ça m'a fait rire parce qu'au début, je commençais à lire, je dis mais c'est écrit bizarrement, enfin j'ai l'impression que c'est écrit comme un email de vente copywriting, c'est avec genre un retour à la ligne, toutes les phrases, des choses comme ça. Puis en fait, il le dit au bout de la 4e page, il dit si vous pensez que ce bouquin était écrit comme si je parlais à un enfant, c'est que c'est le cas, mais c'est parce que j'ai pas envie de perdre de temps ni de mettre de fioritures et tout. Il dit qu'il a une capacité d'attention de merde et du coup il écrit pour les gens comme lui qui ont une capacité d'attention de merde. Et moi j'apprécie beaucoup. Mais oui, parce que c'est génial. c'est vrai que les bouquins parfois ils te tartinent des trucs, t'as pas besoin de lire tout ça et tu perds beaucoup de temps. Surtout les bouquins US. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'Hormozy, il arrive à très vite te capter, c'est très simple. Il y a des schémas de partout. Enfin, franchement, non, c'est pépite. Hein. Le bouquin, il coûte 10 balles sur Kindle, 20 balles en hardcover, là. Et enfin, c'est l'équivalent d'une formation en ligne, le truc, faut pas se mentir. Hein. C'est vrai. C'est ouf, ouais. Moi, j'aime beaucoup les anciennes vidéos parce que les nouvelles, elles sont très cutées avec de la musique, etc. Donc je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se concentrer parce que c'est fait pour vraiment une attention. Mais leur contenu beaucoup plus ancien, aux deux, c'est beaucoup plus face caméra, très long et c'est hyper intéressant de regarder les vidéos d'il y a 1-2 ans et voilà, moi j'ai appris beaucoup en faisant ça.
Mais d'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse, un peu conseil business, truc comme ça. C'est pas conseil business, c'est que bon, là, je l'ai répété à 2-3 reprises. Actuellement, là, j'enregistre depuis Montréal parce que je suis en voyage de ce côté-là. Et en fait, j'ai rencontré pas mal d'infopreneurs, même dans des soirées, qui fonctionnent sur le marché francophone, mais aussi beaucoup sur le marché anglophone. Et on voit une espèce de vrai comeback de la création de contenu, y compris sur YouTube, en mode pur contenu. Et j'en vois plein qui sont en train d'exploser sur des chaînes YouTube. C'est-à-dire, j'ai rencontré un mec, il a commencé il y a 2 ans, et aujourd'hui, il fait du 500K par mois. Et en fait, c'est que de l'organique, 0 pub. Et en fait, tout ce qu'il fait, c'est des looms qu'il publie sur YouTube de 1 heure, mais dans lequel il donne tous ses process, il filme son écran, etc. Et après, la promesse, c'est si tu veux que ça... tu sais le faire maintenant, mais si tu veux que je le fasse pour toi, tu bosses avec moi, quoi. Donc c'est un peu ce modèle-là. Donc Loom, c'est un outil pour filmer son écran, c'est ça. Donc il filme son écran et il fait des tutos, en fait, c'est ça? Donc voilà, c'est des tutos d'1 heure sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables, et on voit vraiment cette espèce de retour à une création de contenu qui est 100% orientée sur le contenu, plus que sur la beauté du montage, les cuts, les machins, les trucs qu'on peut voir aussi sur TikTok en particulier, même sur YouTube. Et je me dis, vu que les US sont toujours 1, voire même 3 ans d'avance sur nous, on peut aussi s'attendre à ce que de notre côté, très vite, on revienne à un contenu beaucoup plus pur, si je peux l'appeler comme ça, avec beaucoup moins de fioriture, mais plus dans la qualité de ce qui est. On revient au contenu de 2012. Qui marche. Enfin, moi, je me suis rendu compte de ça. C'est ma nouvelle stratégie, hein, by the way. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait des années que j'essaye plus de faire des vidéos pour la recherche ou pour le référencement sur YouTube. J'essaie de faire des vidéos de youtubeurs, tu vois, avec un succès mitigé. Et en fait, j'ai fait au milieu de ça quelques vidéos comment faire un vlog, tu vois. C'est un vlog qui dure 15 minutes où je suis avec mon pote, où je lui montre un peu comment faire, etc. D'autres types de vidéos comme ça, tu vois, des petits tutoriels. Et ils explosent en fait. Et maintenant, il y a tous mes vlogs, ils font 6000 vues. Et puis il y a comment faire un vlog qui fait 50 000 vues, quoi. Et qui décolle en fait dans l'algorithme. C'est juste des vidéos comment. Parfois, c'est juste des vidéos face cam où il se passe rien. Mais des bons gros tutoriels YouTube bien longs où t'expliques tout. En fait, des mini-formations, quoi. J'ai envie de faire plus de contenu comme ça parce que ça se référence de fou, quoi. Ouais, c'est top. Moi, j'ai des clients qui ont fait ça depuis 5 ans, que des vidéos tutoriels, etc. Et qu'aujourd'hui, ils ont arrêté de faire des vidéos et qui ont toujours de la croissance. Toujours de la croissance, rien qu'avec ça. Et ça dépasse même en termes de vues des grosses chaînes, des grosses chaînes comme Stan ou autres, en termes de vues, quoi. Et c'est du contenu serein, quoi. Tu vois, c'est du contenu où t'as l'impression d'être à ta place. Tu essayes pas d'être créatif, t'essayes pas d'être un artiste, t'essayes pas de hacker l'attention des gens. Non, t'es juste là à délivrer en fait de la valeur, à faire ce qu'on est censé faire en tant qu'infopreneur ou créateur de contenu éducation, quoi. Tu éduques, tu fais ton prof, quoi. Et en fait, c'est sain de faire ça, moi je trouve. Moi, je prends du plaisir à faire ça parce que t'es sûr que même s'il y a peu de gens qui la regardent, même si ça marche pas, t'auras quand même apporté de la valeur aux gens qui l'ont regardé. Donc, t'as pas ce truc-là de j'ai essayé de faire un TikTok viral et ça a pas marché, et je me sens comme une merde, quoi. Il y a un truc de ok, j'ai apporté de la valeur. Bon, c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de gens, c'est pas grave, j'ai quand même apporté de la valeur. C'est ce qu'on est censé faire. On verra là. Là, t'as fait une vidéo Podia. Rendez-vous dans 5 ans. On regardera ce qu'elle va. Elle est déjà rankée numéro 1. Tu tapes Podia sur YouTube France, c'est déjà ranké numéro 1. C'est bien. Bon, et on mettra tous les liens vers les coups de cœur dans la fiche coups de cœur à télécharger. On mettra les liens vers ce que tu fais, Aline, dans la description de la vidéo et du podcast. J'invite vraiment les gens, notamment les gens qui aiment les podcasts évidemment, et qui créent un business, à aller voir ce que tu fais parce que je pense que c'est de la grosse qualité. Enfin, moi j'aime beaucoup, je suis client, je suis auditeur de ce que tu fais, je le dis. Et puis nous, avec Félix, on a notre projet Toujours la Forge, on accompagne des talents, des jeunes pousses qui ont de l'ambition, notamment des infopreneurs. Donc si ça vous intéresse, dans la Forge. On va rouvrir quelques places. On va ouvrir quelques places. Donc voilà, on va mettre petit formulaire de candidature dans la description de l'épisode ou c'est l'affiche, je sais pas. Bref. Dans la description, on va la mettre. Allez, la ciao. fameuse description. Allez, ciao. Merci pour tout, bye tout le monde. J'espère que cette émission t'a plu et avant de te laisser, un dernier rappel. C'est le moment de télécharger la fiche qui rassemble tous les coups de cœur qui ont été partagés par les invités avec les liens. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et sera mise à jour à chaque nouvel épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com dans ton navigateur. Excellente journée et à la semaine prochaine.